Hey! Comment allez-vous? Salut Nat du 05, salut Sto27, salut Sopansky. Hello everybody, Clémy dans Pour de Faux, on l'attendait. Bah bien sûr qu'on l'attendait. Je suis trop content qu'elle soit là. Alors Clémy, c'est Clémy Deluxe, la stand-upeuse bien sûr dont parle Sopansky, qui sera avec nous à 13h pour nous parler de stand-up. Aujourd'hui, Myriam, vous le constatez, n'est pas présente. Elle va passer dans l'émission sans doute quand elle aura un peu de temps. Voilà, elle a des impératifs. Mais, avec nous, on a Monsieur Cédric Cousseau qui est déjà venu dans l'émission et qui est là avec nous. Coucou Salut Cédric, Hugo, ça salut va? tout le monde. Je Ça suis va pas bien? Myriam non plus, hein, évidemment, mais Non, mais tu es Cédric Cousseau et c'est très bien. Et tu seras le maître des horloges car moi, je suis incapable enfin, de gérer le timing. Donc, c'est très connoté, maître des horloges maintenant. ça veut dire quoi? Bah, c'est le président Macron, évidemment. C'est le maître des horloges, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'était présenté. Ah mince, j'ai pas cette rêve politique, autant pour moi. Mais tu seras le maître du temps alors. C'est aussi connoté ou il y a un autre truc Maître du temps, c'est Fort Boyard, c'est le mec avec Bah, je veux la tête de forcément te tigre. caler dans un truc connoté. Voilà, c'est comme ça. On Salut. embrasse Myriam. Bah ouais, on lui fait des gros bisous à Myriam et j'espère qu'elle pourra venir avec nous tout à l'heure. Salut Osneto, salut Haddad. J'espère que ça va. Dommage que Myriam est absente, nous dit Haddad. Bah oui, effectivement, c'est dommage, mais bon. Salut. Ah, merci pour le follow, Erin Firezia. Et on va démarrer tout de suite et on va regarder le programme du jour. Parce qu'on a parlé de Clémy, mais d'abord, on va commencer sur notre petite actu de la semaine. On a chacun été chercher 2-3 trucs avec Cédric, on va en discuter avec vous. Ensuite, bien sûr, on va parler avec Dorian Dreuil, qui est coprésident de l'association À Voter, de l'organisation, l'ONG même À Voter, qui lutte contre l'abstention, c'est-à-dire qui trouve des solutions pour lutter contre l'abstention. Donc, on va lui poser toutes nos questions. Déjà, pourquoi c'est mal l'abstention et puis comment on lutte contre l'abstention, parce que c'est un peu le thème des présidentielles. Hein. On rappelle combien, Cédric, d'abstention au premier tour des présidentielles? 26, 20, 26% d'abstention. C'est 26%. presque un record, ça ne l'est pas, mais en tout cas, c'est un chiffre qui a été évidemment pas mal commenté parce que c'est un chiffre qui est assez haut Ouais. pour une présidentielle. Effectivement. Bah, c'est le plus haut pour un premier tour, je crois, depuis un moment. Parce qu'il a été battu pour le deuxième tour de 2017, mais où l'abstention était à 28 ou 29, je crois. 28, ouais, effectivement. 28, ouais. Et donc là, 26 pour un premier tour, c'était à 22 en 2017, si je ne m'abuse. Et on recevra à 13h15 Clémy, dont je vous ai déjà parlé là il y a quelques minutes. Clémy Deluxe, connue sous son nom de scène Clémy Deluxe, et elle nous parlera des dessous et surtout des coulisses et surtout de son aventure à elle dans le stand-up. Elle s'est lancée, elle nous en parlera il y a quelques mois dans le stand-up à Paris, dans les comédie clubs. Je ne sais pas si vous avez regardé Oh là là, on a un raid comme ça, mais c'est trop sympa. Merci Erin Fayeridza pour le raid de 29. Bienvenue à tous, installez-vous. On est justement en train de voir le programme de ce live et de voir de quoi on va parler. Donc on va parler de l'abstention avec Dorian Dreuil, qui est un spécialiste, et on va parler de stand-up avec Clémy Deluxe, qui sera notre invité à 13h15. Et donc, on verra ça, tout ça, ce que j'étais en train de dire, les coulisses, etc. Mais on va... Pardon, j'allais oublier le plus Et oui, important, la plus fidèle des fidèles, Elsie, qui sera là avec nous avec une nouvelle recette. Alors là, vegan, 100% avec le cliché du vegan, le tofu à la cacciatore. Je sais pas comment on prononce, on lui demandera, mais j'ai essayé un truc, quoi. Cacciatore. Cacciatore. Voilà, c'est ça. C'est presque une chanson, C'est je dirais. Bah ouais, on demandera à Phoenix, qui fait tous nos génériques, de faire une petite chanson Cacciatore dans son EP. Un beatbox. Un Tu peux nous faire un beatbox? Cacciatore. J'arrête là. Allez, démarrons avec nos actus de la semaine. Qu'est-ce qui t'a marqué, Cédric, toi, cette semaine? Moi, ce qui m'a marqué, c'est évidemment Valérie Pécresse. Alors c'était pas forcément cette semaine, mais c'est énormément de mèmes qui tournent autour de Valérie Pécresse, parce que, bon, vous savez, elle est en dessous, à l'issue du premier tour, des 5%. Et la règle de financement des campagnes électorales, c'est que les candidats sont remboursés de leurs frais de campagne. Alors ça va à plusieurs millions d'euros, hein, quand ils dépassent la barre des 5%. Et Valérie Pécresse, donc la candidate Les Républicains, elle est vraiment
en dessous, mais de pas grand-chose, parce elle est à 4,8%. Je pense qu'elle a dû passer une mauvaise nuit, la nuit du premier tour, à checker pour voir où est-ce qu'on en était son résultat. D'ailleurs, je crois Et qu'elle a été malheureusement, annoncée à 5% sur France 2 et à 4,6 sur TF1. Donc, elle a dû se dire oh là, oh là, oh là, jusqu'à avoir le résultat final, effectivement, qui a été en sa défaveur, malheureusement. et donc du coup, bah, elle est en dessous et elle ne pourra pas rembourser, enfin, elle ne se verra pas rembourser ses frais de campagne. Elle a dit qu'elle était endettée personnellement à 5 millions d'euros. Et donc, du coup, il va falloir rembourser. Elle a lancé un appel aux dons au lendemain du premier tour. Bah, du coup, donc c'était il y a une semaine. Là, elle a en une semaine récolté plus d'1 million d'euros. Euh, donc, il en reste encore un peu plus de 4, enfin, un peu moins de 4, je crois, un peu moins de C'est pas 4 mal, millions d'euros 1 million d'euros en une semaine avec en une juste une semaine. vidéo sur les Ouais. réseaux sociaux. C'est pas mal, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a énormément de mèmes. Alors, le but, c'est pas dans mon propos de me moquer, au contraire, mais en tout cas, de voir comment les mèmes et la culture web a repris à son compte cette information-là. Ça me fait penser à un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Est-ce que tu m'aimes? Alors, je vais pas te demander ça, Hugo, mais c'est Est-ce que tu m'aimes M-E-M-E, enfin M-E, ouais, c'est ça, M-E-M-E, et qui explique comment les mèmes, en fait, ont envahi aussi les campagnes présidentielles parce que c'est un objet, en fait, pour faire passer des informations. Il y a aussi le livre Toxic Data qui en parle énormément. C'est énormément utilisé par l'extrême gauche et l'extrême droite pour faire passer des messages autrement par l'humour. Et on n'avait pas encore vraiment vu, pour un candidat déchu à la présidentielle, bah, avoir des mèmes. Et là, Valérie Pécresse, a malheureusement, en fait, pour elle, elle fait vraiment l'objet d'une campagne de mèmes. Et c'est aussi ce que l'on retiendra, je crois, de cette présidentielle. C'est tous ces mèmes-là, et parfois rigolos. Mais il faudrait faire un musée des mèmes. Voilà, je lance l'idée parce que ça fait aussi partie de la culture web et En aussi des NFT. archives Des en musées en NFT. NFT, bien sûr. Mais ça fait aussi partie des archives, à mon sens, d'une campagne électorale au même titre qu'une archive quand un candidat prend la parole ou quand il est sur un plateau télé. Et il faudrait en fait enregistrer tout ça parce que pour les historiens du futur de 2040 ou de 2050, eh ben, ça dira aussi quelque chose de cette campagne. Voilà, je lance l'idée. Non, mais c'est Je sais vrai pas si parce que là, je me rappelle que même en 2017, ça avait joué. Je me rappelle de Mélenchon et son hologramme, ça avait fait des mèmes dans tous les sens. C'est notre projet de Macron, ça avait fait des mèmes encore aujourd'hui dans tous les sens. Et là, effectivement, et je pense que Valérie Pécresse, parce que là, j'ai montré, elle a reçu des dons, des chèques de 0 € parce que bah, ça a buzzé sur les réseaux. Il y a eu des mèmes dans tous les sens. Ça a été Et pris là, un peu. sans le timbre, hein. Alors, je sais pas si tu vois, Hugo, mais il y a sans le timbre, c'est-à-dire qu'elle va recevoir la lettre par la poste, elle va devoir payer le timbre. Ah bon, ça arrive ça? Ça arrive. Quand tu n'envoies pas de lettre, soit la lettre te revient, soit c'est ton destinateur qui paie le timbre. C'est vrai. Donc là, elle va être à moins 1 euro. C'est un peu. Bah, ça va, elle a 1,4 million, moins les timbres de ceux qui ont. Bon, ça fait peut-être 1,3 million. Non, il y a pas 100 000 euros de timbres quand même, faut pas déconner. Euh, mais donc voilà, il y Mais a les, mais les zéro. mêmes, en 2017, il y a eu, ça c'est dans Toxic Data, c'est un livre qui est passionnant, qui parle de comment la campagne se fait aussi sur le numérique. Dans l'entre-deux tours, enfin non, juste avant le premier tour, il y a eu énormément de mèmes qui ont été fabriqués par l'extrême droite américaine pour discréditer euh, Emmanuel Macron avec des mails ou des mèmes où il est avec François Hollande. Et le but, c'était de dire que François Hollande et Emmanuel Macron, c'est les mêmes. Et donc, en fait, ça sert à rien de voter. Et en fait, le but n'était pas de faire monter Marine Le Pen, mais de faire monter l'abstention. Et on va en parler après de l'abstention. C'est pour ça que je t'en parle. Et donc, mécaniquement, si l'abstention monte, eh ben, ça fait augmenter le résultat de l'extrême droite. Et donc, ces mêmes-là, même s'ils ont une aventure et un regard, une forme rigolote, ils peuvent aussi faire basculer des scrutins. En tout cas, ils peuvent être utilisés dans cette intention-là. Ok.
hyper intéressant. Il y a une question dans le chat de Sto27 qui dit où est-ce qu'elle est. Non, de Florilège. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi elle est obligée de s'endetter à titre personnel. Le parti ne peut pas emprunter tout seul. Alors en fait, on en a parlé la semaine dernière. C'est Jean-Rémy Baudot qui était avec nous pour en parler. Donc le replay est disponible sur la chaîne. Voilà, je fais la petite pub en passant. Mais pour faire un récap rapide, parce que je vois que ça intéresse dans le chat, en fait, les banques vont plutôt prêter à une personne parce que forcément, c'est plus... Ah, merci Twister Up pour le sub, ça fait plaisir d'avoir des gens qui soutiennent comme ça, qui sont fidèles. Gros bisous, merci. Et donc, les banques prêtent plus facilement à une personne. Et en fait, ils lui ont prêté parce que il se base sur les sondages. Et pour prétendre à avoir un prêt, il faut avoir un peu plus de 5%. Du coup, il faut avoir 3 sondages, je crois. Il nous a dit, alors il n'était pas sûr, donc c'est à revérifier. Je n'ai pas checké depuis la semaine dernière, mais 3 sondages qui te mettent à plus de 8% d'intention de vote. Et c'est comme ça, les banques, elles savent que voilà, l'État va rembourser la moitié et donc ils prennent a priori pas de risque puisque le prêt va être remboursé par l'État directement après la campagne. Sauf que là, c'était le scénario un peu improbable, c'est que les sondages la surestiment et qu'au dernier moment, il y ait du vote utile, etc. Et qui fait qu'elle arrive juste en dessous la barre des 5%. Et donc, qui fait que elle a fait une campagne en pensant avoir une partie de l'argent remboursé, ce qui n'était pas le cas du tout, notamment la partie de l'argent elle a emprunté à titre perso, souvent c'est ça. Et ça n'a pas été le cas, alors qu'au contraire, par exemple, le PS savait qu'ils allaient faire moins de 5%, donc ils ont fait une campagne beaucoup plus soft et ils ont moins ces problèmes-là, quoi. Ouais. Voilà Et pour le petit j'imagine récap. qu'il y a aussi le patrimoine derrière, le patrimoine du parti, si le parti est doté. Là, Valérie Pécresse, dans les déclarations de patrimoine, elle est à 8 millions de patrimoine personnel, donc elle peut aussi montrer qu'elle peut rembourser derrière. Bon, là, 5 millions, si elle a 8 millions de patrimoine, il va falloir céder un certain nombre de biens, sauf si elle arrive effectivement à récupérer ce don-là de la part des militants. Mais ce n'est pas la première fois que les Républicains se trouvent en difficulté, parce que je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu le Sarcoton, il y avait eu des frais de campagne qui avaient été invalidés, me semble-t-il, par le Conseil constitutionnel, et donc il avait fallu renflouer déjà le parti. Et donc à Ah force, je me rappelle pas. il va plus y avoir beaucoup d'argent, et ça va être difficile d'emprunter. Après, à l'inverse, il y a des partis qui font des bons scores, comme le parti de Marine Le Pen, puisqu'elle s'était déjà qualifiée pour le second tour il y a 5 ans, et qui, elle dit qu'elle a des difficultés pour avoir des prêts, et elle a un prêt, là, elle, de 8 millions d'euros auprès d'un proche de Vladimir Poutine. Donc, elle doit aller chercher de l'argent à l'étranger, et ça a été notamment l'objet d'une question, parce que on peut se dire, je suis patriote souverainiste, je suis indépendante, si on a contracté un prêt et donc à l'étranger, qu'on est redevable de personnalité à l'international, comment est-ce qu'après on peut être complètement indépendant sur la scène internationale dans sa politique? Ça pose des vraies questions, en fait, ce sujet de l'emprunt. Ouais, non, mais c'est vrai, on en a pas mal débattu. Sto dit si Ciotti avait gagné les primaires, il n'aurait pas eu ce problème. Pourquoi ils n'auraient pas eu ce problème? Bah, si, ils auraient peut-être pas fait 5% non plus. Sto, il était plus confiant en Ciotti. On sait pas, on sait pas. On ne saura jamais. Salut Elsie qui est avec nous, qui sera avec nous à la fin pour sa petite recette. Et Osneto qui nous dit haha, c'est mérité. Eh ben, je sais pas si c'est mérité, mais c'est comme ça en tout cas. En tout cas, c'est les voix Enfin, c'est le peuple qui a parlé, quoi. Et donc ça, c'est... Ah non, il dit dit c'est mérité pour Elsie qui dit vous êtes trop sympa. Pardon, autant pour moi, oui. je me suis fourvoyé dans le chat. Voilà. Ok, écoutez, pour cette actu, effectivement, les mêmes à surveiller de près alors pour avoir des idées sur la politique aussi. Moi, deuxième actu, j'ai vu passer un truc, c'est le film teaser que je vais vous diffuser en même temps qu'on en parle, de la Marine nationale
sur le nouveau porte-avions français prévu Pas pour Marine Le Pen, hein, la marine la nationale. marine nationale. C'est différent. La marine, enfin les deux, c'est des marines nationales parce que c'est un peu des icônes ici, même s'il y en a une qui est un peu plus. Bref, je vais pas rentrer dans les Oui. détails. Voilà, tu t'es Euh, embourbé là. je me Tu t'es suis embourbé embourbé. de ouf. Je me suis embourbé de ouf. Salut Plucky Queen. Et donc voilà, donc c'est le petit teaser donc pour le nouveau porte-avions qui succédera au Charles de Gaulle, donc qui s'appelle le PANG. Est-ce que tu sais ce que Oula, ça veut dire PANG, Cédric? on dirait un variant d'Omicron. C'est ça, c'est la protéine qui permet de soigner le coronavirus. C'est le porte-avions nouvelle génération. Porte-avions nucléaire nouvelle génération, PANG. Donc voilà, ils sont pas trop foulés pour le nom parce que, bon, après, je sais pas du coup pour la génération d'après comment ils vont l'appeler, si ça va être le PANNG, je sais pas. Et il Bon, aura forcément un nom, un prénom, pas un nom ouais, d'une personnalité. ouais, j'imagine. Il n'est pas encore choisi. C'est encore, on peut encore soumettre notre candidature. Cédric, j'ai confiance en nous. Je vais vous diffuser les images en même temps. Alors, il y a une petite musique épique, donc c'est des images de synthèse. C'est pas un nouveau jeu vidéo parce que c'est vrai qu'on a C'est vrai qu'on l'impression dirait. Ça fait un peu que c'est la épique. cinématique de, je sais pas. Le Kameto Dioneto. Colonel Kameto, s'il remporte la deuxième Pixel War, il a le temps d'ici 2038, et bah on pourra peut-être l'appeler le Kameto. On Ils vont dirait un jeu de l'appeler. simulation. Ah, Florilège dit ils vont l'appeler le Pompidou, du coup, peut-être. Hein. Peut-être Ah, le suivant, président suivant. Qui succédera ou secondera, apparemment, il succédera. Le Charles de oui, Gaulle prendra sa il doit retraite. remplacer le Charles de Gaulle. Il est plus grand que le Charles de Gaulle d'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure. Il fait 75 40 000 mètres de tonnes. plus. Stylé Alors trailer là, du c'est prochain Battlefield. ouais. Alors là, tu diffuses des images qui sont quand même des images officielles, Ouais. grandiloquentes. Bon, il faudra voir si ce nouveau Charles de Gaulle, voilà, il est livré dans les temps, il marche bien, parce que le Charles de Gaulle, lui, celui qui est encore en activité, il a eu quelques déboires ces dernières années. Mais on espère évidemment Salut que tout Super Flame. fonctionnera bien. Salut, salut. Bah ouais, on verra. Donc là, moi, j'ai mis ce teaser parce qu'il m'a. Je trouvais ça. J'avais jamais vu ça, une annonce d'une nouvelle arme, enfin d'une nouvelle. Je sais pas comment on appelle ça. C'est un peu particulier. C'est entre une arme, un moyen de transport, un truc militaire, quoi. Une annonce comme ça sur un équipement militaire 15 ans en avance. Parce que 2038, ouais, c'est ça, 15 ans en avance sur bah, le démarrage de la construction, du chantier et Eh tout. oui, Donc je bah oui, sais parce pas qu'il faut si le c'est. construire, hein. Il faut le Ça, construire, donc ça va mettre du temps, ça va. Après, c'est une bonne nouvelle pour les chantiers de Saint-Nazaire, parce que ça va donner de l'emploi localement. ouais, si Et, le. euh, et alors bon, en même temps, ils ne peuvent que nous donner une simulation comme ça virtuelle, parce que le bâtiment, il n'est pas construit. Et on verra si tout fonctionne dans les temps. Par contre, je vais être honnête, je trouve que les animations texte, elles sont éclatées au sol. Autant les images de synthèse, ils ont refait le modèle, machin, ils ont modélisé l'eau, bon, il y a deux, trois petits bugs. Autant quand ils mettent les textes, là, là, ça, c'est éclaté au sol. On a l'impression qu'il manque un truc, qu'il Et il manque. manque, voilà, c'est ça. Ils ont tout donné, tout le budget dans l'animation 3D. Par contre, faire un petit texte animé 3D pareil, non, il n'y avait plus rien, quoi. Genre. Bref, donc voilà. Après, ouais, c'est vrai que le but de diffuser ce genre de vidéo, c'est aussi pour que les Français soient fiers de leur marine. Et ça donne aussi, c'est aussi un message à l'international pour dire, voyez, on continue à investir, il va falloir compter sur la Ah oui. France. Donc c'est important aussi comme message de diffuser ça, de diffuser, enfin tu vois, le fait que ça soit virtuel, toi ça t'a marqué, on en parle, on le diffuse et puis tu vois, on participe eh bien, justement à promouvoir ce bâtiment. Mais c'est aussi important de le montrer à l'international, de dire à des puissances étrangères, eh bien, là, il faudra continuer à compter sur la France. Et puis le fait d'avoir des images virtuelles, bah, ça permet aussi d'intéresser des jeunes, parce que, il y a de nombreux pays qui, notamment c'est venu des États-Unis, qui ont recruté des jeunes avec des concours de jeux vidéo pour rendre la chose dans l'air du temps. Et donc, c'est aussi un moyen sans doute peut-être de continuer à recruter et à montrer que la Marine nationale, les armées, c'est quelque chose qui reste moderne. Et bah voilà, si tu as envie de t'engager, Hugo, faut y aller. Bah, avec ma corpulence et tout, je me suis toujours dit que l'armée, c'était pas trop pour moi. Mais après, bon, bah, on sait jamais. Avec un bon teaser comme ça. Moi, je peux être dans l'armée pour faire des teasers. Par contre, je veux bien faire ça. Mais c'est tout. Alors, il y a Florilège qui nous dit: je suis pas hyper fier de la police utilisée, en tout cas.
Osneto, je suis pas très fier de la marine. Ah bon, t'es pas très fier de la marine? Moi, je trouve qu'ils sont stylés, les marins. Ils ont quand même une bonne image. Enfin, moi, je trouve. Après, bon, t'as le droit de pas être fier. Sto 27 à l'international, est-ce que cette vidéo est aussi une forme d'intimidation? C'est une question ouverte. Je sais pas, parce que c'est en 2038, donc pour l'instant, c'est plutôt. 2038. C'est plutôt. Non, c'est surtout. Oui, enfin, je pense que cette vidéo, elle sera commentée, elle sera regardée en tout cas à l'international. Tu sais que même nos alliés regardent ce que l'on construit. Et puis, c'est aussi le savoir-faire français, là, tu vois, qui est promu. Là, c'est les chantiers de Saint-Nazaire. Ça n'a pas toujours été évident à Saint-Nazaire parce qu'il y a eu des commandes et puis qui n'ont pas toujours été honorées, où il y a eu des pertes d'emplois. C'est aussi de dire, ben, nous, on sait construire des bâtiments comme ça, des bâtiments nucléaire qui plus est, parce que c'est une spécificité aussi de la France. Donc c'est aussi quelque part une vidéo commerciale pour continuer à montrer qu'en France, on sait faire, il y a du savoir-faire. C'est pas anodin, hein, tu vois, d'envoyer une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Euh, Ouais, Il y c'est a, le il y a, compte officiel. Ouais. il y a mille et un euh, récepteurs à ce genre de vidéos. D'une En tout cas, pro- pour eux, c'est très important. Ouais, donc là, ils mettent en avant en gros les grosses innovations, j'imagine, plus grand, plus puissant, doté d'une propulsion nucléaire. Il permettra à la France de conserver sa capacité de projection de puissance aéromaritime en s'adaptant à des voyages dans le futur à la découverte du PANG, effectivement. Est-ce que ça vous donne envie de vous engager dans l'armée? Osneto, je te vois bien dans l'armée parce que tu mets Dixit, le mec qui court 4 heures d'affilée. Non, j'ai couru que 2 heures. Super Flame, c'est classe, mais après, on peut se demander si ce genre d'équipement est utile face à des missiles hyper véloces et des torpilles à hyper cavitation. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit quand même, les bateaux là, comme, enfin, ils transportent plein d'armes, des Mm. avions, des hélicos, des trucs comme ça. Mais en fait, il est vulnérable, non? C'est-à-dire qu'une fois qu'il se prend une torpille, c'est terminé. Ça a coûté des années, et en une torpille, c'est terminé. Donc, c'est assez particulier comme investissement, non? Ouais, alors bah, le but, c'est qu'ils ne se fassent pas torpiller. C'est surtout des engins qui, alors, soit permettent de faire de la reconnaissance, parce que c'est un porte-avions. Donc, en fait, l'avion, il décolle du Charles de Gaulle actuellement, et puis demain, le PANG. Ouais. euh, et il va faire de la reconnaissance. Bah, comme là, en ce moment, je crois qu'il est en Méditerranée, ou en tout cas très près des côtes enfin très près à portée en tout cas d'avions de l'Ukraine pour faire de la reconnaissance ou parfois pour tout simplement faire de la dissuasion. On a vu que ces dernières années, il y a eu des avions russes qui ont survolé le territoire français sans demander d'autorisation, d'avoir des bâtiments comme ça et des avions que tu peux projeter assez rapidement. Ça permet de faire de la dissuasion, de dire bah, nous, on protège notre ciel ou on protège le ciel européen ou voire ukrainien au faire du renseignement, parce qu'on s'approche du territoire. Le bateau, lui, entre guillemets, il est juste un support. Mais le fait de dire on va envoyer ce bateau en Méditerranée, ça envoie un message aussi, par exemple à la Russie, de dire bah, écoutez, on est là, on est présent et on peut agir tout de suite s'il le faut. C'est la dissuasion en fait. C'est comme quand tu joues à risque, tu mets des forces sur certaines frontières pour dire bah, je suis là, bah, il va falloir compter sur moi. J'avoue que moi, je veux Euh, bien le PANG pour jouer à risque, hein. Au moins, je gagne, c'est sûr. C'est sûr. Alors, mais il Charles met. de Gaulle, enfin, évidemment que si tu torpilles un bateau comme ça, je pense que c'est impensable parce que ça serait une déclaration de guerre Oui, bah oui, c'est en temps de guerre, mais instantanée. en même temps, c'est utilisé en temps de guerre, ce genre d'engin, sinon ça n'a pas d'intérêt, si, je pense. Enfin, si, après, Ça peut enfin, pour sert de de la. dissuasion. Si, Ouais. ouais, stabilisation, ok. Ils mettent dans le chat pile quand. J'ai vu ça, ok, il dit ça. Ah oui, Oui, c'est quand il Florilège y a qui la met. guerre Il ne se en déplace pas tout Russie. seul. Et Twister Up dit ça ne sort jamais seul. Il y a des sous-marins qui escortent. Un porte-avions ne se balade jamais seul, dit Germain Louis. Il y a une flotte pour le protéger. Ok. Donc il y a le porte-avions et de cacher en dessous, il y a des sous-marins. Il y a d'autres bateaux autour. Ok. Putain, ça doit être badass. Ultra badass. J'en vois pas dans le chat qui sont prêts à s'engager là pour aller travailler dessus. Mais en tout cas, ça va faire du boulot, effectivement. Super Flame, par contre, ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir un Rafale qui décolle du De Gaulle pour aller se poser sur le Pompidou. Ouais, je sais pas si. Bah non, parce qu'il va le remplacer. Donc il y aura peut-être un moment, ils seront tous les deux en même temps et ils vont faire des tests comme ça. Ce serait stylé. Mais ils peuvent se poser aussi dessus?
Ah oui, 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 les avions se posent Ah, mais sur attends, Charles de mais Gaulle actuellement. parce que autant je vois, tu vois, quand il décolle, il y a une espèce une catapulte, mais quand il atterrit, il n'y a pas assez de longueur. C'est pareil, ça En les fait, freine d'un coup. Il faut ils en chopent un fait, crochet. ouais, t'as une sorte de, en fait, il y a un crochet tu déploies le crochet qui est sous ton avion et tu as une sorte de corde, mais une corde évidemment hyper, hyper puissante Une et grosse corde. ça te freine comme ça mais c'est assez impressionnant. Il y a souvent, parfois, les journalistes peuvent aller sur le Charles de Gaulle, voir tout ça. C'est vrai que c'est impressionnant, hein, cette technologie-là. C'est un savoir-faire que n'a pas tous les pays. Et c'est aussi pour ça que on construit des bateaux pour d'autres armées. Parfois, ça fait polémique parce que on livre des armes et des bateaux à des puissances qui peuvent demain être nos ennemis ou des concurrents. Euh, donc voilà. Mais en tout cas, Hmm. financièrement parlant, c'est hyper important aussi. Il y a des retombées économiques impressionnantes. Stody, pour se réconcilier avec la marine, j'ai vu Le Chant du Loup, c'était pas mal. Le Chant du Loup, c'est un film. Tu as vu Le Chant du Loup? J'ai pas vu moi. Non, Je sais non, pas ce j'ai que pas c'est. vu. C'est quoi Le Chant du Loup? Là, j'ai mis une image, mais je sais pas ce que c'est. C'est avec. Je sais même plus comment il s'appelle cet acteur. Bah, il y a Omar Sy et lui, je l'aime bien en plus. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, heureusement qu'ils peuvent se poser, sinon ils iraient dans l'eau. Oui, il y a un crochet. Oui, bah désolé, moi je travaille pas là-dedans, j'avais pas pensé à tout ça. Voilà. François Civil, ok, merci. Il y a un vigile dans le même délire qui est pas mal. Il y a Vigile, ok. Bon, c'est un film sur les sous-marins. Ah, Ouais, d'accord. Ok. Je vois. Bah écoute, ça doit être sympa. Et bah écoute, très on bien. ira voir. Très bien, très bien. Est-ce qu'on avait une autre petite actu dont on voulait parler, nous? Je crois que Euh, tu voulais parler des Ferrero. Ah, les Ferrero, effectivement. Et tu en as reçu ce week-end? Vous avez fêté Pâques? Non, moi, j'ai pas reçu de chocolat de Pâques. J'ai offert des chocolats Ah. et personne m'a offert de chocolat, donc j'ai pas de chocolat. Donc, si vous voulez m'offrir des chocolats, c'est ça le message. N'hésitez pas. T'as Moi reçu des aussi, je veux bien chocolats? parce que j'ai reçu du chocolat. Et je suis remonté en voiture hier parce que j'étais dans ma famille, dans ma région. Et bah, ils sont l'œuf est tout, il est mort, quoi, Toi, c'est sous la pire que tout. chaleur. Toi, t'en as reçu et t'en as pas pris soin. T'en as pas pris Non. soin, quoi. C'est toi qui mets des bactéries dans le chocolat. Donc, on voulait en parler parce qu'effectivement, il y a eu une polémique. C'est que Kinder. Ah ouais, j'avais pas capté au moment de la polémique. C'est qu'ils ont eu une polémique sur une bactérie qui était dans les chocolats, les Kinder Surprise et d'autres. Et juste avant Pâques, en fait, hyper mal pour eux. Hyper mauvais. Bah, c'est mal tombé, effectivement, mais surtout que là, on apprend, je regardais les dernières actus, qu'on a appris, enfin, apparemment, 3 mois avant, donc dès décembre, 3 mois avant la première alerte, il y a déjà eu connaissance de salmonelle dans un certain nombre de chocolats. Il y a quand même eu 150 cas, hein, et maintenant, il y a une enquête, il y a une enquête au Luxembourg pour voir bah, qu'est-ce qu'il en est, quelle est la responsabilité de Ferrero, est-ce qu'il y a eu méconnaissance ou mauvais traitement de cette alerte? Mais en tout cas, c'est très grave hein, parce que Mm. 150 cas, Moi, je connais pas la c'est salmonelle. C'est impressionnant. quoi? Salmonelle. Il me semble que c'est une bactérie qui se développe quand il y a une mauvaise hygiène sur la Ok. chaîne de montage. Forme un genre de protéobactéries appartenant à la famille des entérobactéries. Elles mesurent entre. Là, Vas-y, elles sont ouais. minuscules. Et elles font quoi du coup? Salmonelle, c'est une bactérie en fait, c'est ça? Elle provoque chez Et l'espèce humaine des maladies telles que la fièvre typhoïde, la fièvre paratyphoïde et la salmonellose, une des principales causes de toxi-infections alimentaires collectives. Ah, d'accord, ça fait c'est des très grave, hein, intoxications de masse. ouais. C'est horrible. Ok. Bon, bah, je suis content de ne pas avoir eu de chocolat alors. En plus, ça remonte déjà à Noël le problème. Ah bon? Ah non, ils Oui, mettent que il y a ça. eu des premiers cas Ah, à Noël. Il me semble qu'il y a eu des décès d'enfants. Donc voilà, faut faire très attention si vous en avez acheté. euh, Parce que voilà, il peut y avoir des complications tragiques. Mais c'est étonnant parce que moi, enfin, hier, je voyais encore dans mon magasin, il y avait des calendriers de l'Avent, euh, donc quand même, ça date de décembre, à moitié prix, à 2 euros, tu vois. Et je me suis demandé si c'était
Ça Lié à pourrait pas ça, être dangereux, tu vois? Est-ce que tout a été tracé? Est-ce que tout a été remonté? Bon, faut faire attention en tout cas. je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Stodi, c'est le moment d'investir en bourse. Alors, il y en a vraiment, vous avez aucune race. Genre, il y a un problème de maladie, vous pensez à investir en bourse pour vous faire des thunes. Excellent. Super Flame, une saloperie. En plus, ça remonte déjà. Ah oui, mince, j'ai déjà vu ça. En un mot, mangeons du chocolat noir ou du chocolat au lait vegan. Toi, t'es quel team? Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat Moi? praliné, chocolat à l'orange, chocolat. Ouais, toi. Là, moi, on m'a donné un truc après, j'ai même volé du chocolat. Enfin, on m'a donné. Après, c'était pour le. Moi, je vais pas m'épancher là-dessus. En tout cas, j'ai récupéré du chocolat à l'intérieur. C'était de la gaufrette. Et ben, c'était vachement bon. Et j'ai tout mangé. Voilà, je devais le partager. C'était ça l'histoire. Et je l'ai récupéré et bah, j'ai tout mangé comme ça, en scred. C'était pas sympa. Mais c'était très bon. Donc, tu vois, Mais quand c'est très bon, on veut mieux garder. Voilà, c'est des moments de plaisir solo. Voilà, faut. Je parle bien du chocolat. Ouais. Super Flame, chocolat lait classique mais efficace. Alors moi, je vais vous dire, je suis pareil qu'Elsie, je suis team chocolat noir, mais 100% quoi. Genre le truc Lindt pur, 80% de cacao, c'est mon kiff. Chocolat au lait, pas fou, pas fou. Et chocolat blanc, je regarde même pas ça. Chocolat noir avec noisette florilège. Bon, sur ce petit moment dégustation détente qui nous met l'eau à la bouche, je rappelle qu'on va regarder la recette d'Elsie à la fin de l'émission. Mais là, maintenant, tout de suite, instantanément, on va recevoir euh, D- euh, Dorian. Droy. Dorian. J'ai eu un problème avec le prénom, désolé Dorian. Dorian Droy, qui est coprésident de l'ONG À Voter et avec qui on va discuter tout de suite d'abstention. C'est parti. Bonjour Dorian. Salut Dorian. Ah, mince, le son, ça marchait trop super bien tout à l'heure. Je me disais que ça cachait quelque chose. Quand on a fait les tests, tout marchait super bien. Et C'est je me toujours dis, comme ça. c'est bizarre parce que d'habitude, il y a des petits trucs et tout. Et là, ça. On n'a pas le son. C'est pas Ah, mieux? attends, ça va peut-être venir avec les écouteurs avec des vrais fils, comme dans les années 80. Ouais, avec un micro. Il y a aussi un Aïe. problème avec certains fromages, certaines pizzas et du sucre. C'est vrai que dans les aliments, en ce moment, on n'est pas Est-ce que gâtés. là ça va mieux? Ah Ah, oui! ça arrive. Ah bon, c'est ça quand on veut faire le kéké avec des AirPods, au Eh, les final le fils, ça filaire, marche. il n'y a rien de mieux. Voilà. Ok, bah parfait, on est ensemble, c'est génial. Et bah bienvenue du coup dans l'émission. J'espère. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Et du coup, bah Cédric, ah bah si vous vous êtes pas vu tout à l'heure, donc Cédric qui est avec moi, dont je t'ai parlé et que tu connais peut-être, vous êtes peut-être croisés, je sais pas. On s'est pas croisés, mais je t'ai vu samedi dans la matinale donc, de France Info avec Myriam. Et j'ai Oui, plein de oui. questions encore, donc ça va être Donc, Je passe, super, on va pouvoir prendre le temps. on va pouvoir en je passe parler. beaucoup de temps sur France Info en ce moment. Tu vas devenir chroniqueur. Et bah écoute, je te laisse te présenter un petit peu sur ce que tu fais, ton parcours et surtout le sujet du jour et donc l'ONG à voter que tu co-présides. Oui, merci Hugo. Donc moi je m'appelle Dorian Dreuil, j'ai 30 ans, et j'ai une double casquette en ce moment qui est celle d'être expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Donc je travaille sur les questions de participation électorale, d'abstention de vote et une autre casquette qui est celle de coprésident de l'ONG À Voter, qui est une association qu'on a créée avec plein de gens sympas et que je co-préside avec Flore Blondel-Goupil. C'est une asso qu'on a créée le 28 juin 2021, donc au lendemain du second tour des élections départementales et régionales. Et c'est une structure qu'on a créée, donc une ONG de défense des droits civiques et du progrès démocratique. Et c'est une organisation qu'on a créée en fait avec un objectif qui est celui de travailler sur la question de la démocratie, du vote et en particulier du vote des jeunes, mais avec une Ok. singularité qui est celle d'être complètement indépendant et apartisan. C'est un peu l'idée, nous, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on participe à la campagne présidentielle et les campagnes à venir sans rejoindre en fait de candidats, organisations ou mouvements. Donc c'est comme ça qu'on a créé À Voter et on a travaillé depuis juin avec différents partenaires. Notre idée, c'était un peu d'avoir des coalitions un peu improbables, un peu inédites ou originales. Donc, on a travaillé avec Meta,
West France, 20 minutes, Tinder, Amazon ou encore Lime. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont des vélos ou des trottinettes Trottinette. Lime, pour le deuxième tour, il y a un code qui vous permet de pouvoir voter avec un trajet gratuit de 15 minutes. Donc voilà, on a essayé Ah ouais. de travailler sur de plein de manières différentes autour du vote et surtout sur un levier qui est celui de l'inscription sur les listes électorales. Ah, mais Ah, c'est c'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais voter et je peux avoir 15 minutes de trottinette gratuite. Ouais, exactement. Mais c'est marrant Avec de le travailler code avec à des voter en live. entreprises, ouais. De travailler avec des entreprises pour l'abstention. Je m'imaginais pas du tout ça en politique, de mélanger les entreprises et la politique. Mais juste, je voulais revenir sur un point. Tu as dit donc, c'est apolitique, enfin pas apolitique, c'est Un partisan. apartisan. Mais comment on fait pour être apartisan en politique? Moi, je trouve que c'est hyper dur. Il y en a plein qui ont essayé et finalement, ils arrivent avec. Il y a une étiquette qui se met dans tous les cas. Donc, je sais pas comment vous faites. Tu prends des gens de chaque parti, tu prends des gens d'aucun parti. Alors on prend les gens qui nous ont rejoints, qui sont bénévoles, parce qu'on a aussi des opérations de terrain avec des événements ou du porte-à-porte, notamment dans des foyers de jeunes travailleurs. Nous, l'ADN de l'organisation, elle est de n'avantager ou de ne travailler pour aucune organisation ou mouvement. Donc on D'accord. n'est pas apolitique parce on est sur le terrain politique et qu'il n'y a pas plus politique que l'opération de voter. En revanche, on est complètement apartisan. C'est-à-dire qu'à voter ne favorise aucun candidat ou aucune organisation. Et c'est en fait justement ce qui nous permet de parler aussi à des gens qui ont une défiance ou une méfiance ou vis-à-vis des institutions ou vis-à-vis des partis politiques. Et ce qui traduit aussi en fait un objectif qu'on se fixe, c'est de continuer à travailler bien après les scrutins de 2022. C'est justement là, généralement, que l'abstention se consolide, parce que, bon, 2-3 semaines avant une date d'élection, on en entend parler, tout le monde vient vous voir, les partis viennent faire du porte-à-porte, du tractage, il y a une tension autour de l'élection, on vient vous vendre un programme et des idées, mais nous, on considère qu'il faut aussi continuer à travailler bien après, et pas que tous les acteurs disparaissent comme ça parce qu'il y a plus de rendez-vous électoral. Ouais. Et d'ailleurs, là, lors de la dernière élection, j'ai repris les chiffres, il y a une personne sur quatre qui était abstentionniste et un jeune sur deux à peu Mm. près, hein, je crois que c'est 46%, ce qui est énorme. Pourquoi les jeunes, à ton sens, sont beaucoup moins électeurs, transforment pas forcément l'essai d'aller Mm. jusque un bureau de vote? Est-ce que c'est la manière de voter qui leur paraît vieillotte? Est-ce que c'est les programmes? Est-ce qu'ils ne se sentent pas représentés? Enfin, j'imagine qu'il y a un peu de tout ça, mais qu'est-ce qu'ils te disent, toi, les jeunes, quand ils te révèlent ou te confient, bah, moi, ça sera sans moi cette fois-ci, ou cette fois-ci encore une fois? Il y a effectivement, c'est important de rappeler les chiffres parce que moi, j'ai couru un peu les plateaux dimanche et lundi matin. Et lundi matin, il y avait un phénomène un peu étrange finalement, beaucoup de commentateurs ou de politiques qui disaient: «Ah, mais ça va, c'est 26%. On nous annonçait 30, donc finalement, on s'en sort pas trop mal». Or, c'est important de rappeler ce chiffre qui doit nous alerter, qui est un signal assez fort quand même. Plus d'un électeur sur quatre qui ne va pas voter à l'élection qui est la plus forte ou qui passionne le plus. Du côté des jeunes, je pense il y a des jeunesses en tout cas, il y a 3 niveaux qui peuvent expliquer, 3 tendances qui peuvent expliquer un phénomène d'abstention très forte et qui est une véritable rupture générationnelle en fait. Il y a d'abord l'enjeu technique du système d'inscription sur les listes Hmm. électorales. Nous, c'est là-dessus qu'À voter s'est créé. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, quand vous avez moins de 30 ans aujourd'hui, vous êtes inscrit automatiquement sur les listes électorales entre 16 et 18 ans quand vous participez à votre recensement, au moment où vous habitez généralement dans votre famille. Or, dans une société qui encourage de plus en plus la mobilité, tu déménages et tu vas faire tes Bah, études dans surtout une quand autre on est ville jeune, on et quand passe tu es jeune. d'une fac à Ouais, c'est l'autre. vrai. Voilà, et tu n'es pas forcément au courant des dates et des modalités qu'il faut faire pour changer ton bureau de vote. Parce que quand tu déménages, quasiment tout est automatique, sauf ton bureau de vote. Et donc c'est quand même un phénomène qui est pas neutre, hein, qui conduit, en tout cas sur les chiffres de 2017 qu'on avait, on avait quasiment 7,6 millions
de personnes qui sont mal inscrites sur les Ouais, listes électorales, oui, oui, ouais. avec un lien très fort sur la participation. C'est-à-dire que les chercheurs avec qui on travaille ont mis en évidence qu'être mal inscrit, c'est 3 fois plus de chances de s'abstenir. Donc il y a déjà cet enjeu technique en amont du vote qui est de, quand on construit le corps électoral, qui a un accès plus facile, au vote. Mais ça, Ensuite, juste pour ça, le fait qu'il y ait ce problème-là, il n'est pas nouveau. Donc, il n'explique pas non plus forcément le fait qu'il y a, ouais, il y a plus d'abstention aujourd'hui. C'est... alors c'est un phénomène, ouais, c'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui s'accroît. Après, il y a Ok. l'enjeu, je pense, de la modalité du scrutin. C'est quand même particulier d'organiser un scrutin en période de vacances scolaires, ça joue, Oui. forcément. Et ensuite, le troisième niveau, je pense qu'il est plus profond et il est à la fois spécifique aux jeunes, mais pas que. C'est-à-dire, c'est le sentiment, je pense, de l'inutilité du vote. C'est-à-dire le Ça revient sentiment que sur finalement, dans une démocratie représentative aujourd'hui, voter, donner le pouvoir n'a plus d'impact ou n'a plus de sens. Et là, c'est un peu le regard que portent, je pense, les jeunes, notamment vis-à-vis du politique, c'est-à-dire le sentiment de dire à quoi bon leur donner du pouvoir puisqu'ils n'ont pas de pouvoir. Il y a une paraphrase, moi, une citation que j'aime bien dans la série Game of Thrones, que vous connaissez sûrement. Il y a souvent un personnage qui dit le pouvoir réside là où les hommes et les femmes pensent qu'il le figure. Et aujourd'hui, il y a comme ce sentiment du côté des jeunes que le pouvoir n'est plus dans le politique et dans la politique et qu'il n'a plus la capacité à avoir un impact sur le quotidien ou un impact sur les causes qui nous mobilisent. Parce qu'on voit que les jeunes sont mobilisés et politisés. Pas une dépolitisation, il y a une perte de croyance dans le vote. Et pourtant, le vote, il est hyper important parce que surtout, enfin, notamment présidentiel, parce qu'on va avoir ensuite, dans la foulée des élections législatives, donc le Parlement qui, maintenant, avec le système de quinquennat et le calendrier électoral et législatif, suivent la présidentielle. On a souvent la même couleur politique que le président, donc il va y avoir des gens qui vont écrire des nouvelles lois. Là, le nouveau président, il va aussi nommer des ministres qui vont représenter Mm. la France auprès de l'Union européenne. On sait qu'il y a énormément aussi de lois qui sont écrites au niveau européen. Il y a des incidences qui sont énormes. Et pourtant, on n'a pas l'impression, enfin, il y a un certain nombre de personnes, comme tu le disais, qui se disent ça ne va rien changer. Là, c'est presque un problème, j'ai envie de dire, d'éducation civique, parce que Mm. mathématiquement et enfin, constitutionnellement, élire un nouveau président, ça a On ne pas neutre. des implications euh, hyper importantes. Même les commissaires européens Mm. qui représentent la France et qui représentent une thématique. Enfin, là, par exemple, Thierry Breton, qui est nommé par la France à la Commission européenne, il travaille sur l'espace, pour les PME, la loi numérique, les données. Enfin, la conséquence, elle est palpable. Et c'est Ouais. ça qui est étonnant. Mm. Bah, c'est vrai que c'est étonnant, mais alors du coup moi ça m'amène. Alors il y a des réactions dans le chat, on nous dit perso je pense, c'est Superflame qui dit je pense que de base tu devrais pouvoir voter sans avoir à t'inscrire sur les listes, genre avec ton numéro de sécu et pouvoir te pointer dans n'importe quel bureau de vote. Alors est-ce qu'en termes de logistique c'est possible? Parce qu'effectivement Plucky Queen nous dit je suis assez d'accord avec toi, mais même mais quand tu vois déjà les problèmes d'organisation des bureaux de vote dans certaines grandes villes, là ce serait ingérable. Et pour les Mais c'est législatives, ça vrai que reviendrait à changer tout le vote. C'est vrai que ce serait ça pose énormément de questions parce que moi, par exemple, j'ai déménagé il y a un an. Alors, tout a suivi, hein, la Sécu, les impôts, ils te retrouvent même Très même quand facilement, ouais. tu dis rien. Aujourd'hui, avec France Connect, tu peux récupérer ton test PCR avec ton numéro de sécu, payer une amende, tu vois, quand tu as, quand tu fait une bêtise. Mais par exemple, moi, j'ai fait mon transfert de liste parce que j'ai changé de quartier à Paris. Et après, j'ai reçu un mail comme quoi j'avais pas donné le bon document, que ce document-là, c'était une facture de téléphone, mais c'était ce type de document, ça marche pas. Et puis en fait, bêtement, hein, j'ai Mm. laissé le truc, j'ai oublié. Et puis j'étais inscrit dans mon ancien bureau de vote. Alors bon, j'ai fait la démarche d'y aller, et c'était un dimanche, et bon voilà. Mais c'est quand même pas simple en fait. Pourquoi est-ce que la mais facture après pour ne changer marche pas?
Après, pour changer de bureau, c'est quand même. Moi, j'ai fait ça, c'est quand même pas. Je sais pas si c'est un gros Mm. frein. Bah, il faut le faire, mais je pense qu'il y a aussi un fait que les jeunes, enfin, ou les gens qui sont pas inscrits, là, les 7 millions qui sont mal inscrits, qui sont pas inscrits, qui sont mal inscrits, ils sont mal inscrits parce que dans tous les cas, c'est peut-être ça la conséquence. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont mal inscrits qu'ils vont pas voter, c'est parce que de toute façon, ils ont pas envie de voter, qu'ils se mettent pas à jour sur les listes et qu'il y a ces chiffres-là aussi. Donc, je sais pas quel est le vrai lien de cause à effet là-dessus. Et juste, moi, j'ai une question un peu plus large sur l'abstention. C'est que, comme on est dans une démocratie, les gens qui s'abstiennent, c'est effectivement, bah, peu importe pourquoi, en fait, on ne connaît pas la raison de l'abstention, mais pourquoi c'est mal. Pourquoi c'est considéré comme mal? Pourquoi on lutte contre l'abstention? Pourquoi on se dit pas, bah, en fait, ceux qui veulent pas prendre part au choix des gens qui nous dirigent, et bah c'est pas grave, nous ceux qui veulent, on va choisir et puis voilà. Pourquoi en fait on veut lutter contre l'abstention? Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que, il faut justement, je pense, quand on a ces débats sur l'abstention, un peu changer le braquet et dire: «En fait, c'est pas mal, ne pas voter». Enfin, il faut sortir du schéma un peu moralisateur ou culpabilisateur en disant, «Ne pas aller voter, c'est pas, accomplir son devoir de citoyen, enfin, voilà, il faut pas culpabiliser celles et ceux qui ne votent pas parce que d'abord, dans l'eau, il y a sûrement des gens qui font le choix, qui est un choix très politique, qui s'explique de ne pas vouloir aller Mmh. voter. Mais il faut, je pense, à l'inverse, plutôt réfléchir à comment est-ce qu'on donne envie, de voter, quelles sont les solutions qui permettent le vote. En revanche, nous, c'est un peu notre fondement, c'est vraiment de travailler sur, de faire de la pédagogie autour, du vote et de porter des messages qui soient aussi positifs et pas culpabilisateurs. Mais aussi de dire, par exemple, s'abstenir, c'est pas ne pas choisir. S'abstenir, c'est laisser à d'autres le soin de choisir à votre place et que dans une démocratie représentative telle qu'on l'a aujourd'hui, après on peut débattre de est-ce que c'est bien ou pas, dans une démocratie où l'élection présidentielle confère énormément de pouvoir à une personne, à une personnalité, c'est notre constitution, et bien finalement, est-ce qu'on peut, s'autosatisfaire d'avoir une démocratie sans électeurs? Moi je pars du principe que non et il faut donner à chacun l'envie de s'y intéresser et l'envie de participer à ce grand moment de démocratie, ce grand rendez-vous électoral, sachant que et c'est un discours qu'on portait aussi beaucoup avec des jeunes avec qui on discutait, qui étaient très engagés par ailleurs, très politisés, qui s'en rendaient pas forcément compte, mais la politique elle est partout, hein. Quand on, partage une publication de Raphaël Glucksmann sur Instagram, c'est un acte politique. Quand on signe une pétition, contre la maltraitance animale, c'est un signe politique. Quand on va manifester ou quand on participe à des marches climat, c'est un signe politique. Donc nous, ce qu'on disait, c'était plutôt un discours plus positif en disant: «En fait, vos engagements, qu'ils soient instantanés, dans la durée ou très court, ils trouvent une traduction politique dans le vote. C'est ce que le vote permet, c'est traduire politiquement, ce qui le regard qu'on porte sur la société et on porte tous un regard sur, la société. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de simple, à ton sens, enfin, que les autorités pourraient mettre en place, pour essayer d'inverser, cette tendance de l'abstention, qui reste toujours, Mmh. importante, de vote en vote? Quelque chose de simple? Alors, une chose simple, non, parce qu'il y a pas de baguette magique. En revanche, on peut isoler quand même 3-4 éléments qui seraient, intéressants à porter dans ce qu'on appelle nous, une vision de progrès démocratique, c'est-à-dire de faire progresser la démocratie, la rendre plus ouverte, plus inclusive et surtout faire progresser la participation des citoyens dans cette démocratie. La première, c'est d'améliorer le système et l'automatisation du système d'inscription sur les listes. On est une des dernières démocraties dans le monde à avoir un système aussi rigide et c'est pas normal, alors que partout dans les autres pays dans le monde, on arrive à inscrire ou automatiquement ou à limiter les délais dans lesquels s'inscrire. Il y a ça, ensuite il y a les modalités de vote. Je pense qu'on doit pouvoir moderniser nos modalités de vote. Alors on pense de suite au vote en ligne. Peut-être qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de pouvoir sécuriser ce type de scrutin, mais il y a des votes par correspondance, par voie postale qui sont possibles, pareil que d'autres pays autour de nous arrivent à mettre en place. Donc si d'autres ont la capacité de sécuriser des bulletins par voie postale, ça doit pouvoir se faire. Donc il y a ça, il y a aussi la durée du scrutin, c'est-à-dire poser la question de pourquoi est-ce qu'on sacralise notre temps démocratique entre 8 h et 19 h ou entre 8 h et 20 h? Pourquoi est-ce que la durée de ce scrutin ne pourrait pas, s'étaler sur 2, sur 3 jours pour permettre ce temps de discussion, de vraiment d'avoir un temps
du vote qui rentre dans la vie de tout le monde. C'est quand tu sors du boulot, est-ce que tu es allé voter, quand tu arrives à la machine à café ou dans tes études ou autre. Et ensuite, il y a tout ce qui va concerner au-delà du vote, parce qu'on ne peut pas réduire la démocratie au simple fait du bulletin et de l'urne. C'est-à-dire que la démocratie, je pense qu'elle doit être continue, elle doit être au quotidien, et dans ces cas-là, il faut aussi réfléchir à des outils, ce qu'on peut appeler de respiration démocratique. On peut plus se contenter de dire aux gens, venez une fois tous les 5 ans, il y a tout ou rien à choisir. Si vous avez tout, tant mieux. Si vous avez rien, tant pis. Et puis, on se retrouve dans 5 ans. Non, le temps démocratique, je pense, dans la vie des gens aujourd'hui, il est plus resserré. Et on doit avoir des outils de respiration entre deux scrutins qui soient des outils de démocratie plus délibératifs, plus participatifs, pour donner aux gens l'occasion de participer, à celles et ceux qui le souhaitent en tout cas, à la vie de la cité ou aux grandes décisions, aux grands débats, sans forcément aller voter ou entre deux votes. Donc il y a ça, il y a le amont, pendant et après. Et est-ce qu'on a une idée de la part de gens, d'abstentionnistes qui le font par conviction, par choix politique en fait de l'abstention, et la part qui le fait par désintéressement? Parce qu'il y a à peu près enfin moi je vois deux camps comme ça, deux types d'abstentionnistes. Il y a ceux, voilà, ils ont la flemme, ils y vont pas, ça les intéresse pas, et ceux qui le font parce qu'ils veulent, parce que c'est contre le système, ou enfin plusieurs revendications politiques, il y en a plein d'ailleurs, mais c'est en deux catégories. Est-ce qu'on a une idée un peu de la proportion de ces masses-là? Oui, alors on n'a pas de données très fortes là-dessus. Enfin, en tout cas, j'en ai pas de tête, mais globalement, c'est plus une abstention de désintérêt qu'une abstention de conviction. D'accord. L'abstention de conviction, elle existe, mais elle est plutôt minoritaire dans le fait abstentionniste. D'accord. Et est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur l'étranger, notamment Québec, mais aussi la Belgique. Est-ce qu'il y a des exemples réussis dans un pays qui a réussi effectivement à faire baisser l'abstention avec un moyen qui lui est propre? Alors, c'est le cas de la Belgique. Alors, il y a plusieurs pays dont le problème a été réglé par l'instauration du vote obligatoire. Et dans ces cas-là, l'abstention est réduite assez fortement, puisque ne pas aller voter, vous avez une amende. Je pense, moi, j'en suis assez intimement convaincu que c'est une fausse bonne idée, dans la mesure où la coercition et la dernière des solutions, c'est vraiment, en plus, c'est un aveu d'échec. C'est l'échec d'avoir réussi à convaincre que notre système démocratique est viable et intéressant. Et surtout dans une époque où l'actualité et les événements font que nos libertés ont parfois tendance à se réduire. Je pense que voter doit rester la plus belle des libertés dans une démocratie. Après, des exemples intéressants à l'étranger, il y en a des tas. Si vous regardez, par exemple, dans certains Länder en Allemagne, dès que vous êtes obligé d'annoncer votre changement de domicile pour les aides sociales ou les impôts, bam, vous avez une inscription automatique dans le bureau de vote à côté de chez vous. Au Canada, qui n'est pas une petite démocratie avec un petit corps électoral, vous pouvez modifier vos informations d'inscription jusqu'au jour du scrutin. Aux États-Unis, qui est la plus vieille démocratie du monde aujourd'hui, vous avez 100 millions de personnes qui peuvent voter par correspondance et par anticipation. Si vous regardez au Luxembourg, vous avez la possibilité d'avoir une voie dérogatoire du vote par correspondance. C'est-à-dire quand vous savez que vous ne pouvez pas être là le jour du scrutin, typiquement ce week-end, c'est un week-end de départ en vacances, vous pouvez demander à titre dérogatoire de voter par correspondance, par voie postale. Et dans ce cas-là, il y a toute une procédure sécurisée qui vous permet de suivre votre bulletin de chez vous jusque dans l'urne. Donc en fait, il y a plein pendant la pandémie aussi, par exemple, Israël a organisé des bureaux de vote mobiles pour permettre aux malades isolés en quarantaine de pouvoir voter. Aux Pays-Bas, on a rallongé la durée des scrutins sur 3 jours pour permettre des flux de passage en continu pour les personnes plus vulnérables. Donc en fait, les solutions et les innovations démocratiques, elles existent, et on peut s'inspirer des exemples étrangers. En Angleterre, vous avez une semaine, c'est la Register Week. Pendant toute une semaine, vous avez tout un tas d'acteurs qui vous parlent des élections, qui vous parlent de la date des scrutins aussi, ce qui n'est pas à mésestimer, hein, parce que Faire de la com et tout. oui, Et on pourquoi avait ça par se fait exemple un pas alors? sondage avant le premier tour qui montrait que 12% du corps électoral ne connaissaient pas la date du scrutin. Ça n'aide pas à aller Effectivement, voter. c'est des problèmes techniques assez importants là du coup. Alors dans le chat, on a Juste, deux juste sujets. me mettre- ouais. Il y a le sujet du vote électronique, effectivement, donc du vote
pas sur un PC, donc on nous parle beaucoup de la sécurité, c'est-à-dire que ce serait impossible à sécuriser. Je ne sais pas si ce serait impossible à sécuriser aujourd'hui, mais c'est probable effectivement il y a plus de risques, on va dire, de piratage à grande échelle. Mais moi, c'est pas ça qui me pose problème avec ce scrutin-là, c'est que même le vote par correspondance, c'est que quand t'as pas cet effet isoloir en fait. L'effet où tu es dans l'isoloir et personne, absolument personne, ne peut savoir ce que tu as mis dans l'enveloppe, c'est un truc que tu peux pas retrouver chez toi. Parce que chez toi, il y a du monde autour, parce que chez toi, tu es, en famille, tu as peut-être des gens, sauf si tu es tout seul dans ton appart, mais voilà. Et donc, tu peux avoir une pression qui va influencer ton vote. Et ça, c'est pas, même si ça pouvait être hyper sécurisé, pour moi, la vraie sécurité, elle est pas là, justement. C'est cette pression qu'on peut subir dans un foyer, qu'on peut subir au moment du vote, si on n'est pas dans un isoloir, dans un endroit 100% seul et où on est seul face à soi-même et où on peut emporter son vote dans sa tombe si on veut et mentir à qui on veut. Donc il y a cet aspect-là. Et le deuxième aspect, effectivement, qui est hyper intéressant, qui est souligné par Superflame, c'est ce qui sauverait la démocratie. Oui, c'est À hyper mon intéressant sens, ça. c'est donner au moins en partie le pouvoir de décision aux gens. Simplement déléguer à des gens qui tiennent pas leurs promesses ou qui font tous les mêmes politiques, ça démobilise. C'est même plutôt logique de se dire l'effort que j'ai fait n'a pas abouti à quelque chose de concret sur ma vie, donc je le fais plus. Et effectivement, il y a quand même, je pense, il y a un ressenti un manque de responsabilisation de la part de la classe politique qui ne se remet pas en question, enfin pas assez visiblement aux yeux des abstentionnistes, en se disant bon, effectivement, on tient pas nos promesses, enfin, ils font des choses. Je veux dire, moi, je suis pas du tout dans ce discours de dire les politiques machin. Ils font des choses, ils font plein de choses. Le truc, c'est que c'est un ressenti quand même qui ressort. Et donc, comment on Mm. enlève ce ressenti? Parce que est-ce que c'est un manque de communication de la part des politiques? Parce que, je veux dire, si on constate sur les années, même sur ce qu'a fait sur un quinquennat, ce qui a été fait sur des dizaines d'années, des quinzaines, une cinquantaine d'années, la société, elle a hyper évolué. Donc, c'est bien qu'il y a des choses qui se passent, sauf que c'est pas perçu du tout. Donc, est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que c'est un manque de juste assumer les politiques? Est-ce que les politiques, ils devraient être plus transparents et dire, effectivement, on avait promis tout ça, mais on a pu faire que ça parce que voilà. Après, c'est de l'explication sur le temps long. C'est pas juste un tweet, c'est pas Mm. juste un truc comme ça. Et donc voilà, ça c'est les deux sujets. Tu peux réagir sur les deux. J'ai mis en avant les deux qui étaient dans le chat comme je pouvais. Peut-être d'abord sur le vote en ligne si tu as Ouais, sur le vote en ligne, oui, alors, effectivement, alors, sur la question de la sécurité, il y a des pays dans lesquels le vote en ligne est possible et permis, ils arrivent à sécuriser le scrutin, mais même si on a la certitude technique de pouvoir le sécuriser, le fait que ça émette un doute aussi fort, effectivement, je pense que du coup, ça ne vaut pas de rajouter de l'inquiétude sur la sincérité d'un scrutin. En revanche, le vote par voie postale, il est beaucoup plus facile à sécuriser et il a déjà existé en France. Jusqu'en 1974, vous pouviez voter par voie postale. Donc il a été enlevé à une époque où on ne pouvait plus, on ne savait pas comment le sécuriser. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens de tracer un bulletin de l'enveloppe à l'urne. Mais ce qu'il y a d'important, je pense, dans ce débat de modalité de vote, c'est que c'est pas une modalité qui va remplacer le vote dans l'isoloir ou le vote le jour du scrutin. C'est une modalité qui doit permettre à celles et ceux qui ne sont pas en capacité de voter de pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas une nouvelle modalité de vote, c'est une modalité de vote supplémentaire. C'est l'option dont tu dois pouvoir disposer si tu n'es pas là le jour du vote et si tu es une personne à mobilité réduite et que D'accord. te déplacer, c'est déjà compliqué. Si tu as plus de 80 ans et que tu es une personne âgée isolée dans un EHPAD, c'est compliqué de sortir pour Ou à aller voter. C'est l'hôpital, ça, en fait. Et d'ailleurs, on oublie beaucoup le phénomène abstentionniste sur les plus de 80 ans. Il est même beaucoup plus fort que sur les 18-24. Donc, c'est vraiment une modalité complémentaire, je pense, au reste du suffrage. Là où tu as raison, c'est effectivement sur le risque de pression ou le secret de l'isoloir. En revanche, quand tu donnes ta procuration à quelqu'un, généralement, tu peux te décider quelques jours avant et tu n'es plus dans le secret de ton vote. Tu donnes la consigne à quelqu'un en qui tu as confiance en espérant qu'il ou elle la respecte. Mais on a déjà cet inconvénient avec le vote par procuration. Et cet inconvénient, il peut diminuer avec un vote par correspondance. Donc, on peut imaginer une possibilité de pouvoir voter, parce qu'il y a aussi un autre argument qu'on entend souvent, c'est bon, d'accord, mais si tu votes par correspondance une semaine avant le scrutin et que on découvre
une affaire de vêtements ou de costumes 3 jours avant, alors que tu as déjà envoyé ton bulletin. Bon, on doit aussi pouvoir avoir la possibilité de, pouvoir aller voter à la place de ton bulletin de vote par correspondance et que ça annule le bulletin par voie postale, comme un vote par procuration d'ailleurs, hein. Tu peux donner procuration à quelqu'un et finalement être disponible le jour du vote, aller voter le premier et ça annule de fait la procuration. Et Ok. sur le il y avait un deuxième. Ouais, non, non, mais c'est intéressant. J'avais pas vu enfin, cette histoire de. En fait, c'est juste un complément et on garde ce truc d'isoloir. Et en fait, bon, voilà, ça vient en complément pour les gens qui n'ont pas la possibilité de faire autrement. Et donc, le deuxième sujet, c'était la responsabilité du Mmh, politique. Et donc voilà, et ça a un peu avancé dans le chat. Ils ont parlé de la Suisse qui était une démocratie mmh, directe, mais qui n'y avait pas forcément plus de participation, en fait. Même s'ils décidaient en direct, il y en avait même moins. Et donc, bah, certes, c'était cool, mais c'était pas plus efficace en termes de vote. Donc voilà où ça en est un peu dans le chat. Donc, bah, je te mmh. laisse nous donner ton avis Ouais. là-dessus. Dans notre système et notre architecture de démocratie représentative, je suis pas sûr que voter plus souvent, change vraiment, la donne, d'autant qu'on vote déjà beaucoup, hein. Généralement un scrutin tous les 1 an et demi. En revanche, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir d'autres outils, des outils complémentaires à de la démocratie, représentative. On pourrait imaginer, par exemple, on connaît le modèle des budgets participatifs, à l'échelle communale. On pourrait imaginer un modèle de budget participatif, à l'échelle nationale où, via votre, député, vous pourriez, Mmh. choisir, parmi certains projets, d'adjoindre telle ou telle enveloppe et de faire participer, les gens à, bah, la fixation des dépenses de l'État, à une certaine échelle. On pourrait imaginer pareil via le lien du député qui est, et certains députés ont essayé de le mettre en place d'ailleurs, pendant ce quinquennat, d'avoir des questions citoyennes, de dire: «Bon, beh, en fait, c'est pas parce qu'on vote pour son député dans sa circonscription qu'on lui reparle que dans 5 ans, mais comment est-ce qu'on recrée le lien, en continu? Comment est-ce qu'on peut, un député peut porter une question au gouvernement, une question qui revient parmi les citoyens ou abaisser le seuil du droit de pétition ou abaisser le enfin voilà, je pense qu'il y a plein d'outils, qui sont permis aujourd'hui, pour, recréer du lien sur le temps long entre un élu et les citoyens. Effectivement, Ce qui est donc là, important aussi, pardon, je t'ai coupé, vas-y, vas-y, c'est Hugo, vrai. mais on voit, ce qui est hyper important, c'est la pédagogie, comme une association comme la vôtre, Mmh, fait et donc du coup, on comprend aussi beaucoup mieux, et on a vu que sous ce quinquennat, il y a un certain nombre d'associations qui ont vu leur dotation, baisser de la part des institutions. Est-ce que, aujourd'hui, c'est difficile pour une association comme la vôtre, d'exister, par exemple? oui, alors nous C'est avec la difficile de particularité. répondre, mais Enfin, parce si, que avec la particularité que nous, on a tout fait, sans financement. OK. Mmh. C'est-à-dire qu'on a créé l'asso en juin dernier. On n'avait clairement pas le temps de remplir 50 pages de dossiers pour avoir des subventions, dans je ne sais quelle collectivité. Donc on s'est dit: «Bon, on y va». On fait un appel à adhésion. On a collecté, 2 500 €. Ça a permis de créer le logo, le site internet et après on est allé voir tout le monde en leur disant: «On a une super idée, mais on n'a pas un rond». Donc quand on est allé voir, Meta, on leur a dit: «Bon, beh, c'est génial, il faudrait créer un chatbot sur WhatsApp pour, encourager, les gens à vérifier leur inscription sur les listes électorales et à avoir un assistant personnel sur WhatsApp sur l'ensemble du parcours du votant». Ils nous ont dit: «Super, bah, comment est-ce qu'on le paye?» Ben, on a dit: «Bah, c'est à vous de le Mmh. financer». Quand on est allé voir Tinder, on leur a dit: «Mais, vous voyez que dans les matchs, il y a de plus en plus, d'importance qui est donnée à la conviction et à l'opinion politique. Bah, vous avez quelque chose à faire?» Et ils nous ont dit: «Bah oui, Ouais. génial, on va mettre des vidéocards, sur toute l'application entre 18 et 25 ans». Pareil pour, Lime, pareil pour Amazon. Et du coup, Quand ça veut bien dire que ça tient à des initiatives, individuelles, privées, alors que quand même le vote, ça a une oui, dimension, d'intérêt général. Il y a des pays comme aux Pays-Bas, parfois il y a même des partis politiques ou des associations qui vont faire de la pédagogie, en mode neutre, hein, évidemment, dans les écoles. On mmh, est loin encore de ça finalement. oui, Ça tient oui, à oui. ça tient à vous, quoi. Enfin et donc Bah, merci. on est très peu de structures à le faire de manière complètement impartisane. Alors après nous, pour, cette élection en particulier, je pense qu'avec le recul, il était très bien qu'on l'ait fait entièrement de manière bénévole et sans financement, de l'État ou autre, parce que ça nous a permis d'avoir un discours très,
très libre en fait. Non pas que les assos qui sont financés par des collectivités ou autres n'aient pas de discours libre, mais sur cet enjeu de la présidentielle, je pense qu'il était important d'être complètement indépendant. Après, effectivement, il y a un enjeu de financement du côté des associations, notamment celle d'éducation populaire, Oui. à pouvoir travailler sur le temps long en faisant de la pédagogie, en faisant aussi ce que l'État ne fait pas, ce que l'État ne sait pas faire et ce que l'État ne peut pas faire. Parce que il y a aussi pour une structure comme comme la nôtre, comme à voter, l'enjeu, il est aussi de pouvoir parler à des gens que la puissance de l'État ne touche pas et qui auront un degré de confiance plus dans une association que dans des collectivités ou Dans des dans des ministères. communications, ouais. Ok. Ouais. Ok, je vois. Et alors, juste, il y a un petit sujet là aussi en même temps, bah, ça rejoint ce qu'on se disait, c'est que en fait, il y avait cet esprit que le peuple ne donne pas une décision directe, par exemple, comme en Suisse. Donc, ça fait parler dans le chat. Euh, donc, voilà, c'est un peu la différence, là, notamment avec la Suisse. Et donc, ça revient. Enfin, après, moi, je voulais faire le lien avec la politique locale, parce qu'effectivement, on a des députés qu'on va choisir qui sont assez, normalement, au niveau local. Et donc, est-ce que la solution, elle n'est pas là? Ah oui, au passage, je remercie Londo Mallory pour son sub. Ça fait très plaisir qu'il a sub pendant qu'on échangeait. Est-ce que la solution, elle n'est pas au niveau local? C'est-à-dire que, certes, on ne peut pas décider des lois chacun avec sa voix au niveau national. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec Superflame qui parlait, qui disait ça, c'est que par contre, on choisit directement son député. On peut contacter, aujourd'hui c'est très facile de contacter son député, ils sont tous très joignables, très disponibles partout. Et pour autant, il n'y a pas effectivement de lien, c'est ce que je sais plus qui a dit, il n'y a pas de vrai lien en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est dans les mœurs de contacter son député quand on a un problème et quand on a envie de discuter avec lui. Et pourtant, c'est eux qui vont voter directement les lois. Et donc en fait, on est à un de voter une loi, c'est parce que il suffit de contacter son député, de lui dire bah voilà, moi je pense ça, etc. Et on peut le convaincre. C'est-à-dire que si c'était quelque chose dans les mœurs, et bah, tout le monde pourrait faire ça, tout le monde pourrait discuter avec les députés. Il y aura sans doute plus de moyens aussi, eux, de leur côté, pour traiter l'information, parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas forcément besoin, puisqu'ils ne sont pas beaucoup contactés, sollicités. Et après, c'est eux qui vont voter, et ils seront forcément influencés par les gens qui sont autour d'eux, par la localité qu'ils représentent, si les gens allaient leur parler directement. Donc je pense que on a cet accès-là et on ne va pas le chercher. Et le deuxième accès qu'on a en local et que je Et soulignais, d'ailleurs, Hugo, juste pour la précision, les députés, ils ont des jours dans la semaine pour être dans leur circonscription et pour tenir des permanences mm, et accueillir les électeurs, les administrés. Donc ça, il donc faut, enfin, on peut le saisir. exactement. Et donc la question liée à ça, c'est bah, justement qu'est-ce que vous faites en tant qu'asso est-ce que vous orientez vers ça, etc. Et le deuxième chose, c'est que pour ceux qui veulent vraiment s'engager et avoir directement un impact, au niveau local, en tout cas, il parlait dans le chat de créer des groupes citoyens au niveau local, etc. Mais en fait, juste, c'est aller à sa mairie et candidater sur une liste. Et c'est hyper simple. Je veux dire, aujourd'hui en politique, rentrer au niveau local en politique, c'est pas quelque chose de complexe, c'est pas quelque chose qui est Mm. fermé, c'est des gens assez de tout milieu et de tout bord qui le font et il n'y a pas trop de barrières là-dessus. Donc après ça j'ai l'impression que c'est ça. Après dites-moi si vous avez d'autres avis là-dessus, mais voilà, c'était mes deux remarques pour l'aspect local et engagement et donc je voulais savoir avec l'asso notamment comment Mm. vous serviez de ça. Bah, sur l'aspect engagement, c'est clair que si vous voulez avoir un impact, s'il y a une cause qui vous est chère, si vous avez envie de changer les règles du jeu ou d'avoir un impact sur un sujet précis, bah, juste engagez-vous. L'engagement est libre, il y a des tas d'outils, des tas d'assauts qui existent, il y a quand même une facilité pour créer des structures collectives et avoir de l'impact. Il y a des tas d'outils à notre disposition, je pense, pour agir. Engagez-vous même en politique. Il y a aujourd'hui presque plus de partis que d'électeurs, donc il y aura forcément une organisation ou autre dans laquelle vous trouverez voilà, des modalités d'engagement. Après, nous, en tant que structure, ce qui me semble important, c'est de réfléchir sur ce que j'appelle les respirations démocratiques. Sur entre deux scrutins, on fait quoi? Comment est-ce qu'on permet aux gens de participer? Il ne s'agit pas de co-décider tout le temps,
ou d'être dans la décision permanente et d'être réveillé à 3 heures du matin par ton député parce qu'il doit voter un amendement et que il a besoin de l'avis de tout le monde. Mais il s'agit sur des temps particuliers, précis ou des grands débats, d'avoir ces temps voilà, de co-construction, de réflexion où celles et ceux qui souhaitent participer puissent le faire. Sans forcément être dans des formes de démocratie directe. Moi, je pense que la démocratie représentative, elle a des avantages, mais elle n'est pas exclusive à toutes les autres formes de démocratie. On peut avoir une démocratie plus délibérative, plus participative, sans pour autant changer de régime ou passer sur un mode de démocratie directe où on nous demande notre avis tous les dimanches. Ok, ok. Bon, on a fait un bon tour. En tout cas, on voit que on pourrait rester pendant des heures. Moi, je trouve le sujet hyper intéressant. Il y a du boulot et c'est cool que ce soit un sujet qui fasse parler, qu'il y ait plein de gens qui se mobilisent autour de ça, sur comment on s'organise dans notre société pour que tout le monde soit content et que tout le monde puisse donner son avis. C'est pour ça que Hugo, si je peux me permettre, c'est important aussi de dire, et nous ça se comporte, que la politique et la vie démocratique, c'est pas que le vote. C'est important de voter et de s'exprimer, mais ça va bien au-delà et ça continue bien après. Et je vois dans les réactions du chat, où généralement quand on en parle, on a des gens qui nous disent non, mais moi je fais pas de politique, mais j'ai un avis sur tel sujet, mais j'ai signé telle pétition, mais je suis allé marcher pour le climat ou contre je ne sais quoi. En fait, c'est un avis politique, c'est un engagement dans la démocratie, dans la vie de la cité. Complètement. Moi, je suis 100% d'accord avec ce discours. Hugo va s'engager, j'en suis sûr. On va voir. Non, mais moi, je vote. Hein. Moi, je vote. Toutes les élections que j'ai faites, Pour de faux 2027. Par contre, candidater, j'ai pas fait encore. Hein. C'est pas prévu. Viens Hugo, on monte un parti. Vas-y, c'est parti. En fait, voilà, je viens de monter un parti avec Superflame, visiblement. C'est parti. Qui veut en faire partie, bref. Écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dorian. Merci. Si tu as quelque chose d'autre à rajouter, un petit mot de la fin, je t'en prie. Allez voter parce que c'est important. Mais au-delà de ça, pour ceux qui pensent, comme on a eu le sentiment pendant longtemps, que un bulletin dans un corps électoral de 49 millions de personnes, ça vaut pas grand-chose, donc c'est vite dilué, ça n'a pas d'impact. Si on a une leçon à tirer du scrutin du premier tour et de ce premier tour, en tout cas, c'est que les choses se jouent à peu de choses et qu'en fait votre bulletin il compte, il a de l'impact, il peut faire basculer des élections, et il peut aussi faire basculer celle de dimanche et les suivantes. Donc c'est important, je pense, d'avoir aussi des schémas positifs. On n'en a pas assez, et donc quand on en a, de le dire, voilà, en fait, chaque voix compte et votre voix compte. C'est un beau message de fin. Et donc, merci vraiment encore d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé, nous avoir parlé de toutes ces solutions auxquelles il y a des réflexions. On aurait pu aborder encore d'autres choses. Ils en parlent au niveau du gouvernement. Ça préoccupe en fait toutes les strates au niveau politique, forcément. Et donc, voilà. Donc, merci beaucoup. On peut te retrouver où sur les réseaux sociaux ? Oui, allez suivre À Voter sur Instagram, Twitter, LinkedIn. On est partout sauf sur TikTok. On n'a pas encore trouvé le talent de faire des TikTok drôles autour du vote. Mais Hugo, il va faire ça. Moi, vous savez que j'ai 30 000 followers sur TikTok parce que j'ai fait des montages rigolos. Tu savais pas, Cédric ? Génial. J'ai une grosse commu TikTok. Donc, allez suivre À Voter sur leurs réseaux sociaux, Instagram et TikTok, parce qu'ils vont faire des trucs drôles sur TikTok. J'ai confiance en eux. Et Twitter, etc. C'était hyper intéressant. Merci encore. On va accueillir maintenant, en parlant de drôle, Clémy, parce qu'on va parler de stand-up. On va passer sur la partie stand-up. Clémy qui est avec nous. Salut Clémy. Salut Dorian. Salut. Bonne journée. À bientôt Clémy. Salut. À bientôt Dorian. Ça fait plaisir. Comment ça va Clémy ? Ça va et vous ? T'as dit ça fait plaisir. Pourquoi ça fait plaisir ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Plaisir. Il m'a dit à bientôt. Ah. Ça fait plaisir, à bientôt. Ça fait plaisir. Je sais que c'était son Mais oui, allez voter, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est spécial à Clémy, c'est ça dit quoi ? C'est un peu ma signature, ça dit quoi ? On est là, hein. Donc Clémy Deluxe, sur les réseaux sociaux aussi, si vous voulez aller la follow en masse, elle est stand-upeuse, on dit comme ça ? Ouais. Stand-upeuse sur les scènes parisiennes, dans les comédie clubs de la capitale. Moi, j'ai été la voir et franchement, ça vaut le détour. Raconte-nous un peu comment ça se passe, où t'en es là dans le stand-up. Là, je vais faire demain ma première scène en dehors de Paris. Pour la première fois, je vais jouer en dehors de Paris. Je vais jouer à Nice. Je suis trop excitée. À Nice ?
Ouais. Trop stylé. Bah ouais, je suis trop excitée. Et le mois prochain, je joue à Lyon et tout. Enfin, je commence un peu à bouger, donc je Tu suis trop commences contente. à être national, là, ça y est. Ah, ça y est, là, on bouge là. Ça Surtout fait On que se quoi? met un peu partout en France. les humoristes ont dit qu'ils se rôdent en dehors de Paris pour être encore meilleurs après. Tu ressens ça, toi? Il y a quelque chose de plus exigeant quand on est à Nice, à Grenoble, à Périgueux? Bah, j'en parle avec des stand-uppers et stand-uppeuses qui sont du coup dans d'autres régions et ils me disent, mais viens, mais franchement, déjà c'est bête, mais les conditions pour jouer sont pas les mêmes. Ouais. Donc ça donne envie de pas avoir à payer sa conso ou enfin, il paraît que parfois on a même des repas offerts et tout, genre. Donc non, non, franchement, ça donne envie. Là, j'ai été jouer dans le 77 la semaine dernière. Et on m'a offert une pizza et on m'a offert les boissons et j'étais en mode, là, c'est open bar d'habitude. Enfin, c'est vrai que quand tu commences, en tout cas, moi, là, je débute depuis janvier. Je prends une consommation, c'est généralement la condition Ah, ça fait que pour les depuis débutants. janvier. Et dans ma tête, c'était 6, 8 mois, Bah, 1 an. Non, ça fait en... 4 mois, là. Non, non, en vrai, j'ai fait l'école du One Man Show il y a 4 ans. Ok. Donc j'ai toujours été intéressée par le stand-up et je savais que je voulais monter sur scène, raconter des blagues et tout. Mais entre-temps, je voulais quand même avoir un bagage pour le travail et tout, être sûre d'avoir une roue de secours, quoi. Et donc j'ai poursuivi mes études après l'école du One Man Show. J'ai passé un master en journalisme, j'en parle dans mes sketchs. Et, euh, Après, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une passerelle pour justement faire du stand-up et j'ai trouvé un poste qui me permettait de faire des vidéos et de créer un format un peu humoristique. Ok, Donc je me suis dit, j'adore l'humour. Vas-y, fais une blague et tout pour voir. Non, je rigole. C'est là. Ça, c'est le truc qu'on déteste quand on est humoriste, qu'on te dise allez, fais une blague. Ça doit Ah ouais, être non, c'est chiant. L'enfer. terrible. T'es drôle, t'es drôle. Tu fais Prouve-le. du stand-up, mais t'es drôle. Alors, Superflame te demande, ça va pas trop le track pour aller à Nice notamment? De changer de région comme ça, tu te dis quoi là? Bah si, en fait, j'ai le track dans tous les nouveaux lieux à Ok. chaque fois. Après, une fois que tu connais un peu le lieu, c'est bête, mais c'est pour ça aussi que j'étais venue dans les comédie clubs aussi avant d'y jouer, pour voir un peu où est-ce que tu vas être, comment les gens sont, est-ce que tu es très proche d'eux ou pas. Donc là, je peux pas aller faire du repérage avant. Donc, bah, on va découvrir tout. Donc, c'est sûr que je vais être trop en stress, mais ça va être du bon stress, ça va être trop bien. Ça, Sto27 nous dit j'ai l'impression. Ah, vas-y, Cédric, si t'as une question. non, non, vas-y, vas-y. Sto27 nous dit j'ai l'impression que tu es en train de raconter la série drôle que je viens de terminer, Kiffe bien. Alors, Mais effectivement, non! on va pouvoir parler de cette Sur série parce que je Netflix. pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vue. C'est une série qui est sur Netflix pour ceux qui l'ont pas vue et qui raconte un peu le milieu du stand-up, comment ça se passe. Donc, on suit le personnage principal qui est un stand-upper qui débute, voilà, et avec ses amis qui sont aussi dans le stand-up. Et donc, il va évoluer comme ça dans cet univers parisien des comédie clubs et de l'écriture de sketch. Donc, est-ce que toi, tu as vu la série déjà? Ouais, j'ai pas vu le dernier épisode. Ah, Ok, ils meurent là, faut tous à rien la fin. dire. Et est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te paraît assez proche de la réalité? Ouais, et à vrai dire, on en a parlé entre stand-uppers quand c'est sorti. Moi, j'étais un peu tardif, j'étais en retard en fait. Je l'ai regardé récemment là, mais de ce qui se disait, donc maintenant que je l'ai vu, je confirme. C'était quand même assez ça, hein, on va pas se mentir. On est là, hein. Dès que je vais voir un ça dit quoi, je vais répondre, on est là, hein, désolé. On se dit tous que c'est quand même assez ressemblant, même si. Bah, il y a forcément, enfin personnellement, moi, il y a des petits trucs que j'aurais bien aimé qu'ils le pointent un peu du doigt aussi. Et enfin, forcément, Par on a exemple. tous un peu des. Bah, commence pas à me lancer Ah, là. vas-y, On veut- vas-y. Ça On veut va faire savoir. polémique! Non, mais genre les messages de genre moi, enfin, je vais pas généraliser. Hein. Il y a Non, des non, mecs qui raconte tiennent ton des plateaux qui sont expérience. très cool. Mais moi, quand j'ai vraiment commencé, la semaine où j'ai commencé, j'ai joué sur un plateau. Le lendemain, à 7h40 du matin, j'avais reçu 3 messages du mec qui l'organisait pour me dire ah ouais, belle gosse, t'es la bienvenue, tu reviens quand tu veux, ma belle. Ah, ah ouais, Vas-y, enfin après, encore une fois, ils sont pas du tout tous comme ça. Et je pense que tous les stand-uppers voient très bien de qui je parle quand je dis ça, tu vois. Il y a vraiment des cas. Ce que Moi tu veux aussi, je suis dire, un cas. c'est qu'il y a de la misogynie, c'est encore Ah difficile ouais. pour les femmes. Bah, en fait, je dirais qu'il y a quand même une discrimination positive dans le sens où, bah, c'est dommage, hein, mais c'est souvent pour des questions
comment dire, D'égalité, d'égalité, de parité. En fait, que sur les plateaux, moi, je regarde beaucoup. Enfin, maintenant, j'ai vachement ce réflexe de regarder combien il y a de femmes qui jouent. Ouais. Euh, Après, c'est vrai il y a de plus en plus de plateaux inclusifs qui ouvrent aussi à Paris ou des plateaux 100% féminins. Mais c'est vrai que oui, je trouve qu'il y a énormément de misogynie encore. Moi, on m'a dit, enfin, j'ai participé à un podcast il y a quelques semaines, on m'a dit que les meufs étaient pas drôles. Ouais, ça fait plaisir. Ça, c'est à cause de Anne Romanoff, je pense. Mais après, c'est Et- mon avis. Mais en Je suis fait, un c'est bâtard. bien parce que Mais c'est le fait qu'il y ait bien moins de meufs sur généraliste, quoi. Ouais, c'est plus généraliste. Et typiquement, je donne un exemple que j'ai vécu pour le coup, où en tant que spectatrice, j'ai été au Barbès une fois, qui est un lieu hyper cool à Paris, où il y a pas mal de stand-up, où il y a que du stand-up, c'est un comedy club. Et en fait, il y avait une fille et 9 mecs. Et en fait, les 9 mecs, bon, ils n'étaient pas tous excellents, hein, mais comme la seule fille du plateau nous avait pas transcendé, tu vois, bah tu ressortais en disant ouais, c'est vrai que les meufs elles sont un peu moins drôles, alors que Mais pas du comment est-ce tout, qu'on tu peut vois. dire ça en 2022? Non, non, mais là, je donne cet exemple parce que moi, là, avec C'est la bande de dingue. potes avec laquelle j'étais, enfin, c'est vrai qu'on s'était dit, ah ben oui, tu vois, il y aurait eu 5 filles et 5 mecs, il y aurait eu un peu tous les niveaux, et, voire même les filles les auraient éclatées en fait. Donc, mais oui, je suis d'accord qu'en 2022, moi, je peux pas entendre les meufs sont pas drôles. Alors, sur le coup, quand j'ai tourné le podcast, je savais même pas quoi répondre. J'étais en mode, ah Mais d'accord, est-ce qu'il y a quelque Et chose après, à ça t'a fait répondre à cogiter, ouais. quelque chose d'absurde? ouais. Comment? Est-ce qu'on peut répondre quelque chose face à l'absurde? Enfin, tu vois, du tac au tac, c'est difficile Bah, enfin, tu vois, Ça c'est paraît dans le même tellement. podcast qu'on m'a demandé si j'étais drôle. Et Ah tu vois, ben j'ai voilà. répondu, bah ouais. On m'a dit, ah ouais, t'en as l'air. Genre, enfin, tu vois, j'étais en mode, ok. Super Mais, Flame dit pareil, en tant qu'imitateur, on lui demande toujours vas-y, fais Homer. Lol. mais là, Ça je devrait parle pas de faire. ce podcast, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, notamment quand tu regardes les line-up, encore une fois, c'est pas pour rien qu'ils prennent peu de meufs, ou alors juste pour le quota, ou alors, bah ouais, mais désolé. Moi, on m'a sorti une fois l'excuse, j'en connais pas des stand-upeuses gauleries. Donc je dis, ah bah moi j'en connais, donc si tu en veux, je peux te donner plein de noms. Et souvent, enfin, les organisateurs de plateau connaissent des stand-upeuses, qui elles-mêmes en connaissent plein d'autres des stand-upeuses. Moi, je suis sur Oui. des groupes WhatsApp entre filles. D'ailleurs, grosse dédicace à Mappy and Go et, et Alicia Allez. qui ont fait un groupe WhatsApp pour inclusion, pour que les filles qui peuvent pas jouer puissent être remplacées par des filles ou des personnes de la communauté LGBTQIA+. Et donc, d'essayer au moins, bah, si t'es pas là, que ce soit pas un mec qui prenne ta place. On n'a rien contre les mecs, il n'y a pas de souci. C'est juste que bah, Bah oui. Il y en a ça trop. permet, tu vois, toujours de compenser sur le plateau plutôt que d'être remplacé par un mec et qu'il n'y ait pas du tout de filles sur le plateau, quoi. Alors là, dans le chat, t'as deux propositions. Il te propose d'aller à Reims, où visiblement c'est un public connu pour être difficile, ou alors au Québec, où donc c'est Londo Mallory qui veut t'inviter au Québec parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en font. Tu préfères aller où? Mais grave. Mais le Québec, j'ai prévu d'y aller cette année, donc ça va barder. Ça va. Mais, Une promesse. Ah ouais, trop mais bien. ouais, non, je vais bouger. Donc Enfin, attends, je vais bouger déjà en France là les 6 premiers mois. Laissez-moi un petit peu découvrir les petites villes et tout là. C'est la première fois que je bouge de la région parisienne, donc waouh, mais c'est génial. C'est quand à Nice? c'est demain. Ah ouais, mais c'est Demain trop et bien. après-demain, je fais 2 dates à Nice. Ah, mais demain, il y a Je le fais 2 débat dates. présidentiel, donc désolé, je vais pas venir à Nice. My bad. Moi, j'ai une question parce que du coup, tu as appris à faire du stand-up et tu continues à apprendre. Et j'imagine que c'est un peu tout au long d'une carrière. Et voilà. Moi, je fais des blagues, mais elles sont toujours nulles. Tu vois, genre, j'arrive pas à les dire. Est-ce qu'on peut apprendre à être drôle? Moi, je te trouve drôle, Cédric. Je dirais. Je dirais, on peut être le relou en soirée qui dit Eh, tu connais la blague de. Enfin, moi, j'en peux plus de ces gens qui te sortent 5 blagues quand tu leur dis que tu fais du stand-up, tu sais, et qui veulent absolument te donner une blague que tu pourrais caler dans un sketch. Tu sais. Celle-là, tu la mets, hein, celle-là, tu peux la garder, tu peux la noter, c'est de moi, tu peux la noter. J'en peux plus. L'enfer. Mais non, je dirais que bah, il y a l'école du one-man show, mais pour moi, Ouais. ils t'apprennent pas à être drôle. Ils t'apprennent à trouver ton personnage et tu feras jamais rire tout le monde. Enfin, tu vois, il y a de l'absurde. Mais moi, je pense qu'il faut. La particularité du stand-up, c'est d'être soi-même. Et je pense qu'il faut
peut-être exagérer un peu le trait sur moi. J'ai un côté un peu garçon manqué, donc j'ai vachement mon personnage où je suis là en mode ça chico, on est là. Et je pense qu'il faut quand même rester soi-même et pas, je pourrais pas m'inventer un personnage et arriver en expliquant aux gens que je suis. Ou alors ça fait Moi, je l'aime partie bien d'un celui-là. sketch. Ah bah je vais peut-être Ouais. le gars. Mets-le dans ton sketch, Mais là, celui-là. dans ce mets-le dans- que je suis trop bien. Non, parce qu'il y a une vraie différence entre faire rire voilà, ses collègues en soirée et puis se retrouver face à une page blanche et d'écrire, comme tu le fais, j'imagine, d'écrire un sketch. Enfin, c'est quand même une autre étape. Et d'ailleurs, à l'école du One Man Show, on nous expliquait aussi qu'il y a des gens qui sont très drôles dans la vie, mais qui sur scène ont un Ça peut pas. blocage et n'arrivent pas. Parce que être soi-même, c'est typiquement quand on fait des exposés en classe, on répète à la maison, tout se passe bien. Une fois qu'on est devant tout le monde, les phrases sortent plus du tout pareil, quoi. Ouais, il faut gérer Donc, la masse qui est devant, voilà. devant Et en soi, plus, être humaine. à l'aise et faire genre, ouais, je te raconte l'histoire comme si t'étais mon pote, alors que tu me regardes les bras croisés et que t'as pas du tout l'air d'être avec moi. Oui, ouais. Tu vois, ça peut être. Mais franchement, là, pour le moment, je suis encore une fois dans mes. En fait, c'est depuis janvier, non pas que j'ai commencé le stand-up, mais que vraiment je suis à fond et que j'essaye de jouer. Là, ça va faire un mois que je joue tous les soirs à Paris. Et vas-y, je mets toutes les chances de mon côté. On va péter, Bah, ça va se faire. Haddad, il dit elle me fait super rire, Clémy, donc c'est cool. Et Avec Osneto, plaisir. justement, te demande c'est quoi ton goal ultime? Mon Waouh. goal ultime, je pense que mon goal ultime, ce serait d'avoir une émission. Mais tu sais, un talk show. Un talk show avec des nanas et tout, un clic version female version, genre. Ah, Mais attends, mais intéressant. tu rigoles ou quoi là? Mais pourquoi Myriam est pas là à cette émission? Tu sais que Mais c'est. avec Myriam, on en avait parlé en plus à Ah bah l'époque de voilà. Clubhouse. On avait fait un plateau, souviens-toi, Desperate Clubhouse Wives. Ah, c'est Avec ça. Myriam, on avait fait une petite émission 100% Nana où on avait toutes mis une photo de profil. Moi, j'étais Eva Longoria, évidemment. On on avait toutes mis une photo de profil, tu sais, dans les pommes, là. Enfin bref, c'était excellent. Mais ouais, c'est le but. Donc toi, à la C'est télé? cool. Ouf. Ouais, à la Un télé, talk à la télé comme ça? Ah ouais, j'avoue, je te vois bien dans un talk à la télé c'est comme ça. incroyable. Bah C'est ok, incroyable. ça va, c'est trop bien comme goal. Bah, moi, à 4 étages au-dessus, il y a Delphine Ernotte. Si tu veux, à la cantine, je lui demanderai. À Ouais, France Télévisions. tu diras, il y a Mm. Clémy, elle attend son émission. Faut que tu la Qu'est-ce qui se programmes. passe? Elle n'a pas de réponse. Putain, Ouais, non, ça serait les fou. mises en relation, donc pour de faux, on va créer le meilleur talk show grâce à de la mise en Ça relation va aller et très vite. grâce La à semaine Cédric. prochaine, on tourne un pilote. Ah, Mimi qui est là, Myriam, comment ça va? Elle a dit on va le faire, Clémy, vous Yes. êtes trop beaux tous les trois, je vous Ah, envoie des Myriam. bisous, gros bisous, Myriam. J'espère que tout va bien. Coucou le chat. Gros bisous, Myriam. Ok, bon, alors du coup, avant d'arriver à ce super goal, explique-nous si là on veut se lancer dans le stand-up, comment ça se passe? oui. Est-ce que il faut que je m'inscrive sur un site internet où ils me disent après est-ce qu'il faut que j'ai un agent ou est-ce qu'il faut que je débarque dans un comedy club et je dis ah j'ai des blagues à faire, je peux essayer? Franchement, tu peux. Moi, j'ai rencontré la semaine dernière une stand-upeuse qui avait pas Instagram, qui avait pas le téléphone, qui appelait avec son fic de chez elle les comédie clubs pour demander des passages, ce qui ne se fait pas du tout. Mais, Oh, attends, du coup, non, Twist franchement, Europe, merci pour le cadeau, le subgift à Myriam qui lui offre son abonnement. Ça fait plaisir. On aime cette Ok. communauté très impliquée. Et hop, dès que Myriam apparaît, tac, elle a un cadeau. Je te laisse continuer. Désolé, Clémy. non, je t'en prie. Excuse-moi, je sais plus. Et oui, Si. du coup, Ouais, qu'est-ce moi, qu'il je faut dirais faire? quand même qu'Instagram aide beaucoup. La plupart des plateaux, moi, je les contacte. Enfin, je contacte tout le monde directement sur Instagram. Il y a quelques plateaux où il faut envoyer des mails, donc il y a un peu plus d'attente. Mais généralement, il y a des auditions. Je sais que moi, je recommande souvent de faire les auditions du Café Oscar une fois qu'on a un bon 5 minutes. D'ailleurs, je l'ai fait en mai. Et du coup, et après, ça te permet de faire plus de plateaux à des horaires intéressants, enfin vraiment, et en plus dans un lieu qui est le Café Oscar, qui est un lieu magnifique. C'était quoi Mais ton premier, toi? Premier que moi, t'as fait? mon tout premier plateau, je vais même pas le citer parce que franchement, tu m'y as vu en plus, Hugo, et j'étais pas trop fière Mais c'était Je pas vais ton pas faire de premier. pub. Moi, je t'ai pas vu à ton premier, à ta première Ah, fois. mon tout premier, Ouais, ouais, c'était ouais. avec l'école du One Man Show. C'était, moi, j'ai commencé par 400 places. J'ai fait la Comédie de Paris en tout premier, Ah genre. ouais, au calme, 400, genre. c'est beaucoup. 400, c'est énorme. Mais, Ah, moi, mais, j'ai commencé à Bercy. Je sais pas, voilà. mais non, mais pas du tout. Déjà, tu sais, c'est un peu ton spectacle de fin d'année. Tu sais, tu fais l'école du One Man Show et à la fin de l'année, il y a tous les copains et la famille qui viennent te voir dans un beau théâtre et tu fais ton 5 minutes que tu as préparé avec tes camarades de classe toute l'année, tu vois. Donc, c'est franchement bonne ambiance et tu sais que c'est pas, enfin, Et forcément, j'imagine tu as les que. pétoches, mais Et ouais, en plus, j'imagine que bah, t'es pas tous les jours, tu vois, à fond. On vit tous des trucs plus ou moins difficiles dans la vie. pas moi. Puis Ah! Et non, mais on peut avoir un coup de Je déprime ou un déconne. coup de quelque chose. Et puis en face, avoir des gens qui sont là parce que
la meuf ou le mec l'a traîné, qui lui croise les bras, qui regarde en l'air. Comment est-ce qu'on arrive à être, tu vois, à niveau constant et à donner le punch quand bah, ça va pas forcément toujours hyper bien dans la tête. Mm. C'est compliqué de changer dans sa tête, d'être un autre, une autre Mm. en représentation. Moi, franchement, j'ai eu des balades, surtout depuis que je joue tous les soirs. Il y a des soirs où, franchement, t'es là en mode, oh, vas-y, flemme, je vais pas tout donner ce soir. Mais si, en fait, tu dis que tu as 5 minutes pour convaincre, c'est un peu comme une audition, quoi. Tu te dis, là, j'ai 5 minutes pour convaincre, je mets un peu mon truc de côté, je suis fatiguée et tout, mais on s'en fout, surtout que mes sketchs sont bah, assez Animé. speed, quoi. Donc je peux pas arriver à être en mode, ouais, alors moi, non, non, enfin, faut que j'ai Ouais. l'énergie. Donc, quitte à ce que je sois plus calme et que je sois moins speed en coulisses. Ah, mais d'ailleurs, je te Mais l'ai déjà dit, mais c'est vrai que tu as une énergie folle sur scène. Et franchement, allez suivre Clémy maintenant. Vous pourrez dire que vous êtes dans ses premiers followers parce que c'est sûr, elle va s'y perdre. C'est sûr et certain. Mais vous vous rendez pas compte. Ah ouais, non, non, mais c'est sûr. on fera, Myriam on me fera. fait trop marrer dans le chat. Elle dit on m'a offert comme cadeau un abonnement à ma propre émission. C'est vrai que Ouais, j'avoue, ça tue. J'avoue que ça tue. Ok, du Mais coup, non, mais là, quand je t'as. dirais sur le canapé de Drucker que l'émission Pour de Faux m'est soutenue depuis mes débuts. Exactement, on est comme la catapulte du prochain porte-avions. Je vais trop loin là dans le. Waouh. Calme-toi, calme-toi. Je me calme, j'essayais de faire une ref à un truc du début. Bref, et du coup, si, donc pour revenir à ton premier plateau, donc ça c'était au début les 400 places. Et après, là, quand tu as repris le stand-up, donc c'était un plateau qui s'appelait comment? Je sais plus comment ça s'appelait. J'ai repris au Comédie Pigalle, au tout début, où c'était trop bien. Où Ok. là, je me suis dit, ok, trop bien, je commence à avoir mon truc. Je conseille vraiment le Comédie Pigalle pour ceux qui veulent se lancer. Ils ont des plateaux à 16h, à 17h, à 18h, où vraiment on joue entre nous, on est bienveillants. Donc vraiment, je conseille ce lieu. Le Wishing Light aussi, qui est un super lieu pour débuter, avec 3 minutes. Le Barbès Comedy Club aussi. Enfin, n'hésitez pas à m'envoyer des MP, je vous donnerai des petits conseils. Elle Moi, avec est grand dans plaisir. le milieu, ça y est, en 3 mois, elle a infiltré tout le réseau. C'est elle qui est à Et l'origine de comment, la série drôle d'ailleurs, on n'a pas parlé. comment je fais trop l'ancienne, du coup, je suis là en mode, ah, franchement, envoyez-moi des messages, je vous donne tous les contacts. Bah d'ailleurs, Je connais Sto27 personne. dit avant d'avoir une émission talk show 100% woman, tu peux déjà créer ton propre comedy club 100% woman, Et ce serait ouais. cool. Mais il y en a plusieurs à Paris. D'ailleurs, dimanche, je joue au Good Girls Comedy Club qui est à Châtelet. C'est 100% femmes. Et en réalité, j'ai quand même envie de faire un plateau, si j'en fais un, si j'en monte un, je veux dire, d'avoir quand même de la parité et pas être 100% femme ou de commencer à penser au quota de est-ce que j'ai une personne noire, est-ce que j'ai une personne LGBTQIA+, est-ce que j'ai... Moi, je veux vraiment que ce soit quand même, que tout le monde soit un peu représenté, mais que ce soit pas non plus en mode ah merde, là, j'ai pas une personne noire. Est-ce que tu connais une personne noire drôle? Oh là là, c'est insupportable, quoi. Donc, on va pas rentrer dans ça non plus, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y appliquent et ça fait Non, mais plaisir. on peut aussi tous se respecter tout simplement sans sans s'insulter et tout ça, quoi. Enfin, Ouais, ouais. Non, mais après, c'est pas impossible. je pense que c'est, encore une fois, c'est pas une généralité. Il y a plein de plateaux et la plupart des plateaux sont très cool. On rencontre des gens très sympas. Mais c'est vrai que en tant que jeune stand-upeuse, je parle juste de mes débuts, ça m'a vraiment un peu déstabilisée parce que je me suis dit, ça aurait pu me dégoûter. Si vraiment ça avait été mon tout premier plateau et que je débutais dans le stand-up, je me serais dit, ah, c'est ça le stand-up à Paris? Ah, bah, flemme en vrai. Tu vois? Mais c'est Donc, aussi pour ça qu'effectivement, il y a des safe places où les mm, femmes se retrouvent entre elles. Je pense aussi à d'autres qui font du rap et qui sont des collectifs 100% féminins parce que ouais. à chaque fois, on leur assène des clichés, toujours les mêmes, et c'est plus simple d'être entre femmes. Euh, Ouais. et Et c'est pour d'ailleurs, je ça que faisais ça. la comparaison avec le rap et le stand-up avec une humoriste parce qu'on se disait, il y a un peu ce truc aussi de ouais, les rappeuses, les femmes savent pas rapper, les femmes sont pas drôles. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc aussi de impose-toi Et c'est parce j'aime que bien. c'est des mecs qui ont peur. Ils ont peur T'as peur, hein? de T'as peur, la on arrive dans le relève. game. T'as peur, on va te Et passer. voilà. Et en fait, il faut le prendre comme un signe. Non, c'est pas bon de faire ça, mais ouais, c'est parce qu'ils ont peur de d'être détrônés. Et voilà, toi, tu es là pour Hmm. prendre la place. Ah Pour mais prendre la Clémy, elle va place. détrôner tout le monde. Moi, je On vous le va tout dis, je le faire, on va tout redis faire. encore une fois, Clémy, elle va détrôner tout le monde. Tu me D'ailleurs, mettre la pression comme ça, là. Dans un an, je vais bider, ça va être nul. j'en ai rien à foutre. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la step entre faire des comédies? Sto demande, c'est quoi la step entre faire des comédie clubs et passer sur une scène petite Olympia ou quoi? C'est quoi? Non, mais parce que dans la série drôle, tu vois, ils sont là dans les comédies et là, bam, il y a un mec, Ah un ouais. peu externe là qui débarque et qui les suit et paf, il les place à l'Olympia comme as. Ouais, ouais, ouais. Non, je dirais que la step, c'est énormément de plateaux, énormément de jeux. Euh,
énorme. En fait, ouais, c'est ce qu'on se disait aussi. Le truc est réaliste, mais ma seule critique, c'est que il manque quand même des petits points de réalisme, quoi. Enfin, t'oublies de dire que des fois, tu joues le même sketch 75 fois et que t'as envie de le vomir et que en vrai, tu continues de le jouer parce que tu te dis que bah, peut-être qu'il y aura une bonne personne au bon moment qui sera là, peut-être pour te repérer et que ça, c'est vraiment ton sûr de sûr et que t'as pas envie de tester autre chose. Et d'autres fois, tu as envie de. Bah, en fait, je trouve ce qu'on donne pas assez, c'est les bides aussi. Il n'y a pas eu assez de Ouais. bides sur Drôle. Parce qu'il y a des fois, moi, j'ai joué dans des salles, on aurait dit que je m'enregistrais dans ma chambre. Genre, vraiment, c'est... on montre pas assez, je trouve, les petits moments de Ouais. solitude ou les doutes ou les. Parce que pareil, des fois, tu pars. Moi, j'ai arrêté pendant 3 ans, je suis revenue. Enfin, il y a plein de moments, de personnes comme ça aussi qui reviennent après avoir testé un an, qui reviennent 3 ans après et tout. Donc, Moi, mais c'est quand même ouais. super sympa comme série, je la recommande à tout le monde. J'ai une question parce que moi, je suis toujours le mec qui rigole là où personne ne rigole, tu vois, à un moment donné. Ah, on Et est je voulais trop savoir pareil, si Cédric. si je suis tout seul ou pas. C'est Rassure-moi. l'esprit d'escalier, ça. L'esprit d'escalier. Ouais, tu captes la vanne trop tard ou c'est autre chose qui te fait rire Non, c'est autre chose qui me fait rire, mais en fait, Ok. c'était pas écrit pour faire rire, tu vois. Bah, c'est limite Et- vexant, mais. Non, je déconne. Non, mais après, nous, enfin, je pense que les humoristes, ils prennent tous les rires, à part si vraiment c'est un rire où tu te moques de nous et pas Ah avec non, nous, non, tu vois, non, bien sûr. non, non, non. Mais si tu te moques, oui, d'un accent ou d'un truc, Non, évidemment, on non, va c'est être là pas en ça. mode. Y a rien de drôle, tu vois. Non, je suis Mais le seul à rire dans la salle à un moment où personne ne rit, tu Ah, moi, ça m'est vois. ouais, arrivé. genre, toi, il va y avoir un petit mot qui va te faire gaulerie ou qui va. Ok. Moi, c'était un sketch complet. Un humoriste, c'était, je sais plus où, c'était un petit comédie club. Et genre, il y a un humoriste, il était un peu dans un humour un peu absurde. Et moi, j'adore ça. Mais j'étais seul à rire. Genre, tout le monde rigolait ensemble dans les autres sketchs. Et là, j'étais seul à lâcher des gros trucs de gloussement dégueulasses. Et je m'en voulais. Et en même temps, juste, c'était drôle. Et c'était. Mais c'est une ambiance assez particulière. Je sais pas si vous allez en comédie club pas mal dans le chat. Tu vas pas mal, toi, Cédric? Ouais, ça m'arrive, j'adore. Et Mais du ça, le pire, c'est quand t'as un rire en écho. C'est quand t'as Hugo qui rigole tout seul au fond et t'es là en mode, il y a un pote qui est venu me voir ce soir. Et Genre. bah, j'étais même pas le pote, mais vraiment, j'étais mort de rire. Bref. Non, non, mais en vrai, je trouve que tu vois, tout le monde a son humour, tout le monde a son truc. Pareil, j'ai vu un mec qui faisait un sketch humour noir horrible et tout. Et t'avais tout le monde qui était en mode, oh, mais il est sérieux et tout. Et Et t'en t'as- avais un autre qui était mais plié derrière parce que chacun son univers, tu vois. Tu Ouais, feras c'est jamais ça. rire tout le monde. Et c'est ça qui est bien au Comedy Club, le fait que c'est des plateaux, il y a plein de gens, il y a 6 personnes, il y en a 2, ils vont te faire marrer de ouf, 2, ils vont Grave. te faire marrer moyen, et 2, c'est pas ton humour, et la Ouais. personne à côté, ça va être l'inverse, ça va Il y en a un kiffer peu de pour ouf, tout le monde. Ouais, Ça, c'est grave. trop bien, ouais. Et du coup, d'ailleurs, pour revenir sur comment toi t'écris maintenant, parce que là, Superflame, il soulève un point, il dit, je pense que le cliché des femmes pas drôles vient peut-être en partie du fait que le stand-up, c'est un humour très corrélé au récit de vie, et que les gars, donc ça, je sais pas si tu pourras confirmer, et que les gars ont pas vécu, ils ne comprennent pas les choses vécues par des meufs. Et nous, on devrait comprendre les choses vécues par des gars. Justement, c'est ça. Mais pour Et comme on font les non-binaires. pour avoir vu ton sketch, moi, je me suis marré. Peut-être parce que c'est toi, donc je te connais et je me suis marré, je sais pas pourquoi. Non, mais non, en fait, je pense pas. que. Bah voilà, moi, je me suis marré et même, tu vois, pour des Non, non, mais trucs oui, de meufs et tout. Mais je sais pas si ça peut être un problème. Mais après, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Des fois, tu feras rire tout le monde. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas de question de mec ou de meuf. Tu vois, il y a des fois où des gens vont être plus sensibles à cet humour ou à ta façon de parler ou à ta façon d'être. Et d'autres, tu sais, enfin, on dit aussi souvent que dans les 2 premières secondes, tu te fais un peu une idée de la personne que tu as en face de toi. Bah, c'est pas, il suffit que tu arrives avec un t-shirt, que tu sois mal fagoté ou que la personne aime pas ce style et elle va déjà moins t'écouter que si elle est fan de ton t-shirt ou je dis n'importe quoi, tu vois. Ouais, Mais je pense que c'est vraiment plurifactoriel et que ça dépend vraiment de l'humour de chacun. on va Faut faire arrêter de donner la parole et de l'importance à des relous. Mais d'où vient le fait que les femmes sont pas gauleries, ça, franchement, Ouais, c'est Ouais, je sais bizarre. pas, bonne ça, question. ouais, mais ça, le mec, il t'a posé une question, je sais pas d'où ça sort, mais Non, non, du mais coup, je veux dire, il y a quand même cette idée reçue. Il l'a pas sorti, ça sort pas de nulle part, tu vois. C'est un truc enfin, que moi j'avais entendu avant de faire du stand-up. Tu vois, les filles sont moins fun, mais aussi parce qu'elles sont moins représentées, tout simplement, parce on voit moins de stand-upeuses que de stand-uppers. Mais on est là, on arrive, t'inquiète même pas. Ah, Et t'as il y en a peur. plein, il y en a déjà plein. Il y a Fanny Ruet. Moi, je suis une grande, grande fan de Fanny Ruet. À chaque fois que je parle de stand-up, je parle de Blanche Gardin, évidemment, de Fanny Ruet, dont je suis extrêmement fan. Mais il y en a plein qui arrivent. Shirley Soignon, qui a monté le Barbès Comedy, oui. évidemment. Enfin, Alors moi, j'ai vu ton sketch, mais il y a une question dans le chat. Tu t'inspires de ton vécu pour ton spectacle? oui. Interrogation. Ouais, je parle clairement d'anecdotes personnelles. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, comment tu gères ça, du coup? Genre, tu t'en fous? Genre, les gens, ils Bah, t'en parlent?
Je m'en fous. Après, les concernés, ils s'en foutent peut-être un peu moins, hein. Ma mère, mon frère, tu vois, je pense qu'ils s'en foutent un peu moins. Et d'ailleurs, dans la série drôle, spoiler alert, il y a un moment où elle fait des vannes sur le fait de mettre un doigt à son mec, tu vois. Et son mec, bah, elle fait le buzz avec cette vidéo et son mec tombe dessus et c'est la honte, ses collègues se foutent de ça. Enfin, tu vois, il a peur d'être jugé. Bah, moi, j'ai aussi ça sur des sketchs où peut-être que je ficha un peu la famille, j'affiche un peu les gens, mais c'est du stand-up, tu vois. C'est que de la tendresse, que de l'amour, c'est que de l'amour. Ouais, je vois. Je me suis posé la question et honnêtement, je pense que ça me dérangerait pas qu'on me ficha. Genre, je me suis déjà dit ça. Si ma meuf elle fait du stand-up et elle dit qu'elle me met des doigts, bah je m'en fous en fait. Voilà. Non, mais puis encore une fois, t'as toujours le truc de c'est un sketch, tu vois. Donc au pire, tu peux te cacher derrière cette excuse. Cette phrase Hugo sortie de son contexte va être très étonnante. Ne clippez pas ça, on va couper ça. Mais J'invite toutes les personnes à clipper. de ouf. Ok, Mais moi, Google, mon mec enfoiré. parle même pas français, Un donc il enfoiré. comprendrait pas mon sketch. Non, pardon. Est-ce que les concernés ont vu ton sketch? Ah ouais, bonne question ça. Oh, ils l'ont pas vu, mais ils l'ont entendu. Je leur ai fait écouter des enregistrements du coup. Et ouais, ça les fait sourire. Après, moi, ce qui me fait sourire, c'est quand les gens viennent me voir, ils me demandent si tout est vraiment vrai, quoi. Parce que je le précise en plus dans le sketch. Je dis, ouais, c'est vrai. Bah, je sens qu'il faut le préciser, sinon on me croirait pas, tu vois. Et par contre, le seul truc, c'est que mon mec ne parle pas français. Du coup, je peux faire autant de vannes que je veux. Ah, T'as trouvé sur la lui. parade. Bah ouais, parfait. Du coup, je parle de lui et tout. Et par contre, j'ai commencé les stand-up en anglais aussi la semaine dernière et j'ai mon prochain plateau la semaine prochaine et ça va péter. Mais non. Si, j'ai commencé en anglais, je suis trop contente. Mais en fait, là, ah t'es ouais, bientôt à international. l'international. Mais à Paris, il y a plein de plateaux en anglais pour les touristes, etc. Et je me suis dit, comme j'ai un bon niveau en anglais, pourquoi pas tester un open mic, hein, comme tout débutant qui se respecte. Et du coup, j'ai testé au Comédie Pigalle aussi, qui décidément est un lieu plus qu'accueillant et que je recommande. Et ils ont un plateau en anglais le samedi. Du coup, voilà. À Paris, il y a aussi, je crois, le Chat Noir qui est vers Oberkamp, où il Ouais. y a des open mic comme ça en anglais, et c'est super intéressant parce que les anglo-saxons ont vraiment cette culture Mm. de l'open mic où tu écris un poème, tu écris une chanson, tu viens avec ce que tu veux, vraiment, mais même sans crainte du regard de l'autre, alors que Mm. nous, on est toujours un peu en mode, oh là là, de quoi on va penser? Et c'est ça qui est Et, génial c'est dans le vraiment très stand-up. rafraîchissant à voir. Enfin, ce que j'adore dans le stand-up de base, c'est de rencontrer des gens tous les soirs. Tu sors, tu rencontres des gens et c'est trop cool. Mais en plus, en anglais, tu rencontres des gens qui viennent d'Amsterdam, de Berlin, Enfin, tu vois, c'est hyper cool aussi. Et des mecs aussi qui gèrent des plateaux un peu partout. Donc, c'est l'occasion d'aller aussi demander de s'inscrire pour des plateaux dans d'autres pays. Ok. Putain, c'est incroyable. Ce serait fou. Ok, bah écoute, c'est très stylé ça, ça promet un bel avenir. Moi, Ça fait plaisir. Ouais. Où est-ce que tu joues là? Où est-ce qu'on peut te retrouver? À Nice, on a dit. Bah, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les jours, je mets où je joue. D'ailleurs, je vais commencer à faire des petits posts en mettant les dates et tout. Mais là, je joue 2 soirs, le 20 et le 21 à Nice. Et ensuite, je rentre dimanche à Paris pour jouer au Good Girls Comedy Club. Et à partir de dimanche, je mettrai toutes les dates pour la semaine qui arrivera. Clémy Deluxe, Instagram, bam. Brr, C'est brr, simple, brr. efficace et vous Voilà. serez au courant pour aller la supporter dans les comedy clubs. Ça fait plaisir. Bravo! Ouais, bravo. Merci, Cédric, bravo je t'ai à pas tous les mis en gars. retard? C'est complètement. Ah, désolé Cédric. Bien. Bravo! Je vais partir en même temps que Clémy. Clémy, On va s'en ok. aller se retirer de la scène derrière le rideau. Et ben on va passer avec notre amie Elsie. Elsie, est-ce que tu as le lien de connexion? On a envoyé le lien à Elsie? j'ai pas Mathieu, est-ce qu'on a Mathieu, t'as envoyé le lien? Il y a Merci toujours Clémy quelqu'un qui pour ce oublie moment d'envoyer le totalement lien. drôle. Bon bah en tout cas, Clémy, c'était un véritable plaisir de t'avoir Plaisir avec nous. partagé. Je l'ai dit en premier, j'ai dit premier plaisir. Ouais mais t'arrêtes hein. Ça fait plaisir. Allez, à bientôt. Merci encore pour l'invitation. Bisous Clémy, allez follow Bisous. Clémy. À très Merci vite. beaucoup d'être venu. Ciao. Bisous. Bisous, bisous. Tac, bon bah écoute, Je vais m'en aller. c'est mon à cher toi Hugo. de nous quitter et on va Je suis deg parce que je voulais écouter la recette d'Elsie et voilà. Tu n'as pas été maître des horloges, Hugo. Je tiens à te le dire. Bah, c'était toi le maître le Et oui, président c'est Macron. pour ça que je reporte la faute sur toi. Ok, tu vois. je comprends, normal. Je prends Bon. ça de plein fouet. C'était un plaisir. Bah moi aussi, c'était trop bien.
Tu reviendras, c'est sûr. Et écoute, bon courage pour cette journée qui t'attend. Merci, à très vite, Elsie. Salut Cédric. Bye. Bon, alors nous deux, à nous deux, le chat. Comment allez-vous bien? On va accueillir Elsie dans quelques instants, pardon. On va avoir une petite recette qui est un tofu à la cacciatore. Je vais vous mettre une petite image, ça va vous donner de l'appétit. Tac, tac. En fait, c'est voilà, tofu à la cacciatore. Je demande juste, je me renseigne, Elsie. Ah, Je suis là. oui, je t'entends, Elsie. On va t'afficher et tu vas arriver avec nous instantanément. Ah, presque. Presque. Putain, ça me donne envie de faire du stand-up en tout cas. T'as envie de faire du stand-up, Elsie? Je pense pas que ce soit pour moi. Pourquoi? Je ne pense pas être très rigolote. Donc, Alors attends, c'est un peu fort. Je sais pas pourquoi, c'est un petit peu fort. Est-ce qu'on va y arriver? Triple écho. J'ai pas d'écho. Vous avez de l'écho? On va y arriver. C'est l'installation. Est-ce que tu m'entends, Elsie? Oui, je t'entends très bien. Ok. Bon, je t'entends aussi. T'es avec ton micro de d'habitude? Ça fait un espèce. Oui. Ok. Ça fait Désolée. un petit grésillement. Bon, on va s'en sortir quand même. On va faire notre petite recette du jour. J'ai faim. J'ai la dalle même. Allons-y. Tofu à la... Comment on prononce? Cacciatore? Cacciatore? C'est ce que j'avais compris, cacciatore. Je suis pas bonne en italien, mais c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait le prononcer. Donc. Cacciatore. Je sais pas, mais ça a l'air très bon. Alors, peu importe. Je te laisse la parole. Eh bien, en fait, c'est une recette que j'ai commencé à faire en 1997, quand vous étiez tous tout jeunes. J'avais 1 an. Et en fait, quand je l'ai essayé pour la première fois, j'étais adolescente, ma mère m'a dit oh là là, ça va être bizarre ton truc. Et je me suis dit bon, bah ok, j'essaye quand même. Et au final, c'était tellement bon qu'elle m'a dit ah mais attends, tu peux le refaire quand tu veux. Attends, donc là, tu es en train de me dire que tu es en train de nous livrer ta masterclass de la cuisine que tu as inventée toi-même? Non, je ne l'ai pas inventé, je l'ai juste trouvé et je l'ai remasterisé. Et... Ok, donc c'était quoi le challenge? Pourquoi elle t'a dit ça va pas la tête? Non, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on prend du tofu qu'on coupe en petites lamelles et on le fait bouillir pendant un quart d'heure dans de l'eau. Ouais. Et son idée, c'était que faire cuire du tofu dans de l'eau, ça va donner un résultat horrible. Parce que normalement, ça se cuit. Normalement, il n'y a pas besoin de le cuire, de le mettre dans de l'eau bouillante. Normalement, ça marche sans rien. Mais là, c'est unique. En fait, c'était une recette. La recette, elle demandait ça. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et ma mère m'a dit, oh non, mais ça va se mettre en petits morceaux, ça va être infâme et tout. Et puis, finalement, non, c'est drôlement bon. Ah, j'étais contente. Mais c'est marrant. Mais donc, c'est ça? Non, ça, c'est des pâtes? Non, c'est la sauce qui est par-dessus. D'accord. C'est la sauce qui est... Pas de tofu à la cacciatore. Ok. Voilà. Donc, il nous faut 200 g de tofu nature ou fumé si vous préférez le fumer, mais normalement, c'est du nature, ça marche très bien. Avec 250 ml d'eau, une cuillère à soupe de sauce de soja. Il nous faudra aussi une demi-cuillère à café d'herbe de Provence et une demi-cuillère à café de basilic en poudre, 100 g d'oignons émincés, 100 g de champignons émincés, 7 gousses d'ail écrasées, 30 ml d'huile d'olive et 400 ml de sauce tomate. Donc moi, c'était la préparée déjà. J'ai pas eu le temps. Je suis rentrée hier soir tard, donc j'ai pas eu le temps de faire une sauce tomate en plus. Donc, alors on commence en éminçant, en coupant en petites lamelles le tofu et en le faisant cuire dans les 250 ml d'eau avec une cuillère à soupe de sauce soja. Et petit à petit, donc on le met à découvert et petit à petit, l'eau va s'évaporer et donc et rentrer en même temps dans le tofu. Et petit à petit, on va rajouter les herbes. Donc voilà, quand il y a moins d'eau. Après, quand il y a encore quasiment plus d'eau, on va rajouter les 100 g d'oignons émincés et les champignons avec l'ail aussi. Et on va continuer à faire cuire tout doucement. Et quand il n'y a plus du tout d'eau au fond,
on rajoute les 30 ml d'huile d'olive et les 400 ml de sauce tomate. On mélange bien et on laisse cuire à feu doux pendant un quart d'heure environ. Et ensuite, c'est tout prêt. Et Ah oui, ça va, c'est rapide. c'est rapide, mais en fait, je ne pourrais pas dire pourquoi, mais il y a une explosion de saveurs voilà, c'est vraiment très agréable. Mais genre, ça mijote un peu, j'ai l'impression. Ça mijote, comme ouais. si ça mijotait, comme un poulet mijoté, mais avec du tofu C'est ça. et des. Ok, C'est bah ça. effectivement, moi, j'aurais pas misé sur un truc pas bon. Moi, j'aurais été chaud de ouf dès le début. Je sais pas pourquoi Ah ouais, ta mais maman bon, elle a dit ça. Hein. mais tu sais, ça, c'est les mamans qui cuisinent tout le temps. Et donc, quand leur fille a 18 ans et qu'elle commence à vouloir cuisiner, elles sont protectrices de leur cuisine. Ah, je Et ma comprends. mère C'est était protectrice de sa cuisine. un peu comme les mecs dans le Donc, stand-up vis-à-vis des femmes. Ok, je comprends très voilà. bien. On vient d'avoir l'exemple. Un peu même. Voilà, c'est un très bon exemple. Ok. Ok. Et bah écoute, ça a l'air Voilà la recette. muy delicioso. On a t'as un petit problème de son quand même. Ça fait de l'écho pas mal. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ça a l'air bien. Et donc c'est une sauce, toi tu l'as mis avec des pâtes, mais ça peut se manger avec du riz, Moi, avec autre chose, ouais, c'est ça. avec du riz. Et si vraiment vous avez un reste, par exemple, et que vous voulez faire une pizza, il ne faut pas hésiter. Vous mettez votre pâte à pizza et vous mettez cette sauce par-dessus. C'est juste excellent. Franchement, c'est trop bon. Ok. Et bah merci beaucoup Elsie pour cette superbe recette qui est une spécialité Avec depuis plaisir. 1997. Dont la plupart d'entre vous n'étiez pas nés. La plupart, mais si, on était nés. Super Flame Oh, qui nous dit je dois bouger, je vous souhaite une bonne fin de live. À plus, salut Super Flame. super. On se retrouve la semaine Salut. prochaine. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on cuisine? Alors, la semaine prochaine, je ne serai malheureusement pas avec vous parce que je serai chez des amis. Pour une fois, je voyage. Enfin, je ne voyage pas beaucoup. Là, on va voyager ce week-end. Et le week-end prochain, je dois être aussi chez des amis. Et on rentre le mardi. Donc, je ne pourrai pas être avec vous. Ok, bon bah tant pis. Mais dites-moi ce que vous voulez quand même. Comme ça, je peux le prévoir pour la semaine d'après. Ou si vous voulez une recette, je peux vous la préparer. Et puis, même si je ne suis pas là, vous pouvez la présenter. Je réfléchis à un truc dont j'ai envie. On peut faire un dessert. On peut faire un dessert. Messmen. Du meloui. Messmen, c'est quoi? C'est quoi du meloui? Alors, je ne sais pas. Dites-moi. Dites-nous. Expliquez-nous ce que c'est. Meloui ou messmen. Feuilleté levé. Ouais, mais là, c'est un challenge. Attends, si tu sais pas ce que c'est impossible. Ah, c'est une espèce de galette. Mais ça a l'air bon. Mais attends, mais c'est pas vegan. C'est pas vegan. Ah, mais ça, on peut véganiser. Ah si, farine, sel, beurre, huile, eau. Non, c'est bon. C'est déjà vegan. Je sais pas, Oui, j'ai appris c'est ça hier. tellement. Un plat marocain, des galettes, semoule, farine. Bah, en vrai, on peut faire ça. Et par contre, le challenge, c'est de trouver une garniture vegan. Bah ça, il y a la sauce. Spoil Je pas. vous ai préparé. Non, je spoil pas. J'avoue, il faut pas que je spoil. J'ai grave spoilé. Ok, bah nickel, on fait ça. Et bah merci beaucoup Elsie. À dans 2 semaines. Alors bon voyage. Et puis on va terminer ce live tranquillement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on raide les amis? J'espère que vous avez kiffé ce live. Moi j'ai kiffé de ouf. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine ensemble. Et d'ici là, portez-vous bien. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé activement avec Dorian Andreuil pour parler de l'abstention ensemble. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai adoré les petites solutions qui nous a avancées. Et ça fait plaisir de voir que c'est un sujet qui quand même mobilise des gens parce que c'est important. Allez voter à la fin de semaine, bien sûr. Et le sujet du stand-up, moi, j'adore. J'adore Clémy, j'adore le stand-up. Donc c'était une bonne émission, j'espère que vous avez kiffé à mort autant que moi. Et puis on va faire notre petit raid. Hein. Il n'y avait pas Haddad qui devait se joindre à nous? Non. Non. Félicitations pour ton live. Merci Londo Mallory, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je regarde en même temps qui est-ce qu'on peut raid ensemble, sur qui on peut aller. Tac. Si vous avez une idée dans le chat, c'était cool, Germain Louise. Bah merci, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Tous vos retours et votre fidélité me
nous touche énormément, bien sûr. Qui est-ce qu'on a? Alors, il y a Samuel Etienne, on a Souris de Coton, on a... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai follow Clémisère. Ça, c'est bien, Osneto. Clémy, tu vas voir, elle est top. Si vous êtes sur Paris, en stand-up, elle est sur des scènes cool tout le temps. Donc ça fait plaisir de la voir. D'aller la voir. Qu'est-ce qu'on a comme petit live sympa, là? Bah, écoutez, si on n'a pas de raid, on raid pas. Hein. On n'est pas obligé de raid toutes les semaines. Hein. Ah, blabla peinture. Trop marrant, ça. Une petite Marie. Ça a l'air sympa, ça. Moi, je suis chaud qu'on fasse ça. On va aller voir de la peinture, les amis. Les amis. C'est chouette. Hop. C'est juste que je note le nom de ce plat. Il y a Samuel Etienne, mais Samuel Etienne, on l'a déjà raid, alors on va partager, on va aller, on va pas tout le temps aller chez les mêmes, on va essayer de tourner. Tac, j'ai dit comment? Ah, j'ai oublié le nom. J'ai dit art. J'ai oublié le nom. Je vais voir s'il me le propose là. Lancer un raid sur une chaîne. Ah oui, bah il me propose que Samuel Etienne. Bon, bah ça va être Samuel Etienne alors. Puisqu'il ne me propose plus que Samuel Etienne. Hop. Et bah les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et À bientôt. je vous fais des gros bisous. Gros bisous Elsie. Et à dans 2 semaines Elsie. Ça marche. À bientôt. Ciao.